À tout le monde. Merci Olivier. Didier Tronchet, donc on reçoit ce soir. Je suis super content de recevoir Didier déjà parce que finalement on est devenus amis. Il n'y a pas longtemps. On reviendra là-dessus. Didier Tronchet, j'ai essayé de me souvenir en fait le plus vieux souvenir que j'avais de toi en fait. Et en fait, je me souviens de Jean-Claude Tegal dans Fluide Glacial et je me suis dit ce mec a trouvé un moyen de ne pas dessiner l'anatomie en mettant une grosse doudoune sur son personnage en fait. Et je me suis dit il a trouvé une sacrée gruge quand même. Et puis après, il y avait un truc aussi qui m'énervait chez lui, c'est que ça faisait rire toutes les copines que j'avais et toutes les copines étaient fans de Tronchet. Et moi je faisais des BD qui étaient nuls et qui faisaient pas marrer et Didier lui faisait rire les autres. Et voilà, ça par le passé. Parce que c'était il y a longtemps. Je fais plus des BD drôles, c'est fini. Tu m'as frustré. Et donc du coup, quand un jour j'ai reçu un coup de fil d'Olivier Jouvray qui me fait Yann, il parle toujours comme ça un peu Olivier, il a l'impression qu'il t'engueule quand il parle. Je fais oui, il fait t'aimes le foot toi? Je fais ouais j'aime bien le foot, parce qu'il y a Tronchet qui est arrivé à Lyon et qui cherche des gars pour monter une équipe. Alors, je dis c'est moi Olivier, j'aime bien le foot, mais avec une bière sur un canapé, dans la téloche, courir derrière une balle tout mouillé, c'est pas mon truc quoi. Ok, allez. Voilà. Et donc j'ai fait en sorte d'esquiver un petit peu Didier et un jour, un an après, je reçois un mail en disant peux-tu être mon ami? Et Didier est venu passer à l'atelier, donc on a sympathisé un petit peu, on a discuté un peu et puis du coup je me suis dit finalement, c'est un gars plutôt sympathique. Et pour ça je suis bien content de le recevoir ce soir dans la conférence de l'épicerie séquentielle. Voilà. Donc on va revenir un petit peu sur ton parcours, il y a plein de choses intéressantes à raconter, donc JC a préparé ça de main de maître, et moi j'ai essayé d'illustrer tant bien que mal. Voilà. Un commentaire sur l'amitié avec Yann Lefond, on va en parler plus tard. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard. Oui, parce que Didier, moi en fait, j'ai essayé de faire l'équation du jour en fait. J'ai trouvé que chez Didier, il y avait un peu de Franck Dubosc, un peu de William Dafoe, et un petit peu de le mec qui a foiré son truc. Il me reste la troisième personne, mais il y a un petit peu de le manquant. Et voilà comment ça y est, ça commence à foirer. D'habitude, c'est beaucoup plus tard qu'on foire la conférence. Voilà. Il y a un petit peu de Ron Perlman, je trouvais, en toi. Il y a un peu cette addition, ces trois personnages. Vous avez tous les quatre le même blouson en plus. Ça apparaît quand à l'écran, Yann? Ah ok, d'accord. Ah, c'est super. C'est super. Si vous pouvez venir tout derrière nous. Ah, oh, voilà. Donc on peut voter. Voilà. C'est pour ça que je vais juste m'occuper des images ce soir et que je vais vous laisser parler en fait, parce que je peux pas faire deux choses à la fois. Bien, bah écoute, oui, merci d'être avec nous ce soir. Moi aussi, c'est un vrai plaisir de t'avoir ici à ce table. Ça fait un moment qu'on essayait de te faire venir, et puis voilà, finalement, on est réussi, ça fait bien. C'est pas dur, hein, quand Ça même. valorise, c'est pas trop dur. Non, ce qui est intéressant, c'est de parler de ton parcours, justement. C'est un parcour qui est un petit peu touche à tout, beaucoup touche à tout. Et c'est ça qu'on avait envie un peu de mettre en avant, le côté dessinateur, le côté scénariste pour toi, scénariste pour les autres. C'est un Touche à tout, ouais. ça fait un peu Pédophile, ouais. Comment on va dire multilingue, non, ça marche pas non plus, ça. Oui, c'est vrai, donc, mais a priori, non. Puis là, donc... Il y a une autre émission que touche à tout, je crois que c'est plutôt, on dit, c'est quoi quand ça me reviendra. Le nom m'échappe pour l'instant. Il y a un nom plus glorieux, ça va me revenir, généralement ça me revient en pleine nuit, et j'appelle la personne avec qui j'étais en conversation. Je ne te laisserai pas mon Je vais numéro. te dire. Ouais. Ça va me revenir tout à l'heure. Hein. Très bien. Super, l'intervention vachement préparée. Non, mais c'est la thématique de la soirée. Je suis désolé. Donc oui, voilà, ce que j'avais envie de faire, c'était de repasser un petit peu ton parcours en revue avec toi, et puis voir un peu comment on fait pour jongler, du coup, entre la BD, le one-man show, le cinéma, encore de la BD, des vrais livres, tu sais, ceux où il n'y a pas d'image dedans, tout ça. Et puis de voir un peu, du coup, qu'est-ce que ça donne. Et donc, j'ai envie de faire mon Patrick. Moi, je cherche le mot, donc parle, vas-y. Éclectique. Éclectique, imbécile. Alors, vous pouvez souffler dans la salle, effectivement, c'est des blancs. Oui, bien sûr. Je suis plutôt éclectique. Qui est assez éclectique. Du coup, aucun rapport avec les prêtres, ecclésiastiques. C'est très bien. Euh,
On repart au début, au commencement, tout ça. Ça fait un peu Oui, jeunesse. repartons au début. Repartons au début. Et là, il y a une musique, j'imagine. On l'a fait à la bouche ce soir. Donc, monsieur Tronchet, tu es né à Béthune en septembre 1958, mais pas avec ce nom-là, du coup. Oui. J'aurais préféré que tu dises en 1900, 2 points. Béthune, j'essaie de le cacher aussi, c'est pas très glorieux. C'est vrai que j'ai une naissance dans le Pas-de-Calais, quelque chose que j'essaie de vite oublier, mais voilà. C'est fait, c'est caché, soirée foutue. Ok, bien, continuons. Donc Didier, par contre, c'est ton vrai prénom? Oui, alors c'est une question qu'on me pose souvent quand on donc je vais la régler tout de suite. Au départ de ma carrière, j'étais journaliste et donc je dessinais par ailleurs. Et c'était difficile pour moi d'apparaître dans le même journal sous le nom de journaliste et sous mon nom de dessinateur. Ça fait un politique qui est éclectique. Merci. Qui laisse de la place à personne. Qui m'a occupé tout, ouais. Ce qui était vrai d'ailleurs. Mais donc j'ai dû rapidement trouver un pseudo et je me promenais à Paris et je suis tombé dans la rue Tronchet de Paris, vous connaissez peut-être, qui est près du quartier de la Madeleine, quartier prostitué. Sully, Crillon et j'ignorais qu'il y en avait une à Lyon aussi. Et donc je ne savais pas qui était ce Tronchet, donc ça m'amusait d'avoir une rue à mon nom, de mon vivant. Voilà, j'ai pris le nom. Voilà. J'aurais pris De Gaulle ou Victor Hugo, ça fait plus difficile à croire que c'était moi. Ouais. Donc je me suis attribué le nom en pensant que c'était passager. Et puis voilà, j'ai gardé ça. Et maintenant, je dois traîner ce pseudo imbécile jusqu'à aujourd'hui. Et par contre, Boulet, Boulet, oui, il a vraiment un nom. Pareil, j'ai choisi. Faites gaffe, les jeunes, quand vous prenez un pseudo, vous voulez au départ. Soyez méticuleux. Et quand je suis arrivé à Lyon, belle surprise, j'ai vu qu'il y en avait une ici. J'ai eu la faiblesse de croire que c'était en mon honneur, pas longtemps, mais j'ai voulu y croire un moment. Par contre, ce qui était vraiment bien plus, pour ceux qui ont emprunté cette rue récemment, il se trouve qu'il y a une fresque que j'ai faite. Mais modestement, c'est pas des fresques comme on voit à Lyon, c'est une tradition lyonnaise. Mais quand je suis arrivé, le type faisait déjà depuis 5 ans les démarches pour obtenir que la partie du mur qui lui appartenait, devant son magasin de vélo, Vélonaute, à l'angle de la rue Tronchet et de la rue, je ne sais plus, un type inconnu. Moins connu quand même. C'est lui. C'est toi. Et donc. Vélonaute, on trouve des vélos, du coup, des tarifs vraiment exceptionnels. C'est vrai. Et donc, l'année où je suis arrivé à Lyon, il avait obtenu une autorisation de cette fresque, et voilà, donc il m'a demandé un dessin, ça s'est fait très vite, quelqu'un l'a reproduit, je ne l'ai pas fait moi-même, j'aurais pas su. Et puis un jour, j'ai été voir cette magnifique œuvre pour ridicule, c'est un type sur un vélo avec une doudoune, voilà. Ah ouais. Oui. Excuse-moi, c'est un peu ma signature. Ouais. Et voilà, c'est pas un tag, hein, c'est vraiment une fresque. Non, c'est une vraie fresque, voilà. Et donc je suis ravi de passer dans cette rue, je passe souvent quand même à vélo. Dès que j'ai des amis qui sont en visite à Lyon, on va se promener. Comme dans la rue, chez le type qui c'est dingue ce truc. Ma rue, premièrement, et deuxièmement, ma fresque. Et ils vont changer du coup ce qui est écrit sur la plaque. Ça a pu être le J'aimerais bien, ouais. Donc Tronchet, ouais, en bah oui, parce que c'est. À Paris, il n'y a pas l'explication de qui c'est. C'est le défenseur de Louis XVI. C'est l'avocat qui a tenté de défendre Louis XVI. Déjà un loser. Un produit barreau, ouais. Ne comptez pas sur lui pour le projet. Ok, bon, revenons en arrière de nouveau. Musique, flashback. C'est bien comme tu fais. Ouais, tiens, c'est pas la bonne page. Les flashbacks, au moment où tout devient flou, Comme ça. là, et puis hop, ça te revient net et on est dans le passé. Exactement. Essaye de le faire un peu. Donc, imaginez la pluie, hein, c'est le nord. On Qui est en tombe passé, comme ça. ça y est. Il y a des enfants qui crient dehors dans les terrains vagues, c'est le nord. Et donc. Mais moi j'y suis. Oui. Donc tes années béthinoises, comment tu découvres la BD? Comment tu commences à lire des BD? C'est un truc familial? On remonte si loin Ah que ouais, ça. bah, on pourrait avant, mais c'est bon. Non, Mais- moi, je fais comme tout le monde. Je lis Tintin et puis je redessine Tintin. Donc tu dis Tintin, J'ai redessiné plusieurs albums. C'était tout Tintin, journal de Comme Tintin, Hergé les l'a albums. fait d'ailleurs. Ouais. Hergé a redessiné ses albums et moi aussi j'ai redessiné Il ses est un peu albums. auto-centré ce Mais gars-là quand Ils même. ont gardé ses versions. Ah, oui. Oui, c'est vrai. Tu racontes dans Carnet intime, qui est là sur la table, chez Flux Glacial, 13 €, d'eau toilée. 13 € aussi. 13 € d'être 13 ici. €. Que tu as gardé tous tes dessins d'enfance, ou énormément de choses en fait de ta période de jeune dessinateur, et donc c'est vrai, tu en illustres beaucoup. Enfin, j'imagine que Ah voilà, Tintin que j'ai refait. t'as pas fait ton RG, t'as pas redessiné ça plus tard pour dire que tu avais gardé des trucs d'enfance. Et donc c'est chouette de découvrir un petit peu tout ça.
Et on découvre que voilà, tu étais hyper méticuleux, hyper jusqu'au boutiste comme petit garçon. Tu faisais les albums entiers, tu faisais les couvertures, tu faisais les dos, les quatrièmes de couve. Il faut ça pour être auteur de BD. Il faut être un petit garçon à 8 ans qui est à fond Oui, je crois que je me souviens, on ne l'a pas ici, mais j'écrivais même, parce que j'avais vu qu'il y avait un copyright dans les livres, et je m'étais dit, copyright, ça sert à quoi? Ça sert qu'on ne nous vole pas les BD. Moi, j'avais mis défense de recopier ce livre. Et maintenant que j'y pense, je ne vois pas quel imbécile irait recopier déjà un truc que moi j'avais copié déjà, et il irait recopier tout le livre. Ça y est, je l'ai bien eu, j'ai recopié tout son livre. Ça faisait partie de ma naïveté de l'époque, que je trouve maintenant attendrissante. Et en même temps, quand je revois les dessins de cette époque antérieure à ceux-là, je me dis, il y avait quand même du psychopathe là-dedans. On sent le type qui n'était pas tout à fait équilibré. Je vois les dessins que je faisais, tu les as pas remis. Ils sont là. Par exemple, des dessins comme ça. J'ai fait les mêmes. On se dit, ouais, toi aussi. Oui, en voyant le tien, Lui, il veut être ton ami. Hein. Non, mais sauf que moi, je les coloriais. C'est clair, ça démarche les mêmes, Sauf tu pourrais colorier les miens. Si tu veux, là, j'ai dessiné des types encadrés par des canons de tous les côtés avec des chars, des trucs comme ça. Et si on voit en couleur, il y a juste les 3 personnages qui sont le général, probablement, avec ces deux adjoints. Voilà. Donc je pense que je devais être un peu le général. D'ailleurs, il est mal dessiné, on a l'impression qu'il sort du canon, là, non? Alors, en tout cas, moi, si je suis psychanalyste, je dis on va avoir du boulot, parce qu'on a affaire à une espèce de paranoïa qui se dit mais le monde est dangereux, et autour de moi, il n'y a que des canons pour me protéger, et des soldats en armes, et voilà. Donc je pense que j'ai démarré ma vie avec le sentiment que le monde était dangereux. C'est le regard qu'on a vraiment aujourd'hui, parce qu'après beaucoup de petits garçons font des flingues, des soldats, et des G.I. Joe et compagnie, quoi. Mais, ouais. Là c'est le stade supérieur, c'est pas un flingue, c'est vraiment une armée avec des hélicoptères, des trucs comme ça, voilà. Donc, je sais pas. Donc je pense, j'ai l'impression d'avoir passé ma vie ensuite à sortir de ce cadre-là que j'avais fait, avec ces canons autour, et de découvrir le monde extérieur, en me disant que finalement, peut-être j'avais une mauvaise impression dès le départ, et que peut-être c'était pas aussi dur que ça, aussi cruel que ça le monde. Au moins, tu étais prêt. Non. Oui. Tu dessines beaucoup, tu montrais ça à tes copains, à ta famille, ou c'était vraiment pour toi, ça, après tout ça Non, il y avait aussi un besoin de communication. Je me rappelle que j'ai essayé de montrer ça aux gens. Et aussi les albums de Tintin qu'on a vus, j'ai essayé de les... Ah ben ça aussi, tu peux passer, c'est vraiment un truc très moche. Je faisais des faux journaux comme ça. Toi par contre, c'était l'hebdomadaire des jeunes de 7 à 17 ans. Oui. Hyper exclusif comme salut des gars. Pour moi, 17 ans, c'était super vieux. Ouais. Je voyais l'autre à 77 ans, mais ils sont morts à 77 ans. Donc j'avais choisi plutôt de rester à 17. Voilà, je faisais des journaux comme ça, mais qui étaient, quand je regarde, c'était piqué dans tout, dans le... Voilà, Tony, par exemple, c'était mon héros, il est allé sur la Lune. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Non. Voilà. Donc, j'ai essayé de le communiquer à mes amis qui s'en foutaient assez copieusement. C'était très dur à cette époque, les gens, ça n'intéressait personne. Il y en a même qui trouvaient que c'était mal dessiné. Tu viens en parler un petit peu. Tu prenais des cours de dessin ou pas? Ça a amené ta famille à te dire, bah non, mais je veux dire, tu pourrais après avoir un professeur ou quelqu'un qui dit, voilà, tu peux faire du dessin, des choses comme ça, ou t'as pas du tout... Non, je faisais pas de cours de dessin, je pensais que c'était bien d'ailleurs. Et un jour, il y a un type qui m'a dit, regarde tes dessins, ils sont bizarres, ils sont tout plats, les personnages. Et c'est là que j'ai compris le truc, c'est qu'effectivement, tous mes personnages étaient comme s'ils étaient couchés par terre et écrasés par un camion, et qu'ils étaient tous redressés et plats. Et j'ai découvert qu'il y a une troisième dimension possible, et que le volume, il fallait légèrement faire des traits courbes pour essayer de récupérer et suggérer le volume. Voilà, donc tous mes personnages sont plats, et d'ailleurs certains manquent de bras aussi. J'ai dû oublier de faire des bras. Donc voilà, mais c'était pas important. Moi, à cette époque-là, j'étais dans mon histoire, j'y croyais à fond, j'adorais ça. Et c'était mon monde en fait. Et quand on crée un monde comme ça, imaginaire, et que au bout d'un moment, on est persuadé que ça existe vraiment. Et c'est là où ça marche. C'était pas important de le communiquer aux autres, mais pourtant j'essayais d'avoir des amis qui seraient lecteurs. Je me souviens, je les vendais 10 centimes à l'époque. J'avais dû mettre un prix dessus. Ouais, j'ai dû mettre un prix de 10 centimes. Des fois, je baissais à 5, mais sans succès. Donc voilà, cette histoire que je vous raconte. Hein. Mais bon, c'est le Nord-Pas-de-Calais, voilà, ça correspond un peu à l'image qu'on a toujours des gens du Nord, enfance difficile et tout ça. En tout cas, moi je trouve qu'il y a quelque chose de très méticuleux sur un petit garçon. T'aimes bien? Ouais, j'encourage le petit garçon de l'époque, c'est classe.
Tintin, donc c'est la grosse référence de ton enfance et qui va durer très longtemps après. C'est mieux là, non? Au niveau des dessins. Oui. C'est pas moi qui décide. Mais non. Et c'est encore du Tintin, parce que Mais c'est ouais. effectivement une espèce d'obsession d'en sortir et de jouer avec les mythes qui nous ont fait rêver comme enfants. Donc là, je le faisais comme gamin, mais quand j'étais plus âgé, je me suis amusé à me réapproprier aussi les personnages. Là, c'est Gély qui dessine, et qui est vraiment un dessinateur hors norme pour moi, mais qui allait plus loin dans le réalisme, qui faisait vraiment des dessins très poussés avec des décors très élaborés. Et là, je me suis amusé avec ce mythe en créant un monde où on peut se promener dans les albums de Tintin. Ça s'appelait Raoul Fulgurec, c'était notre héros. Et le personnage pouvait passer d'une bande dessinée à l'autre, comme on passait d'une époque à l'autre dans les films sur les voyageurs du temps. C'est les voyageurs du temps, passons maintenant au XIIe siècle. Tout ça. Moi, c'était allons plutôt voir Blueberry maintenant, ou allons voir, ce qui était merveilleux, parce que on pouvait s'amuser à redessiner tout ce qu'on avait aimé, notamment cette scène du carabou de Jean qui m'avait traumatisé quand j'étais gamin, où il y avait une caisse qui tombait là, le carabou de Jean, j'adorais ça. Je comprenais rien aux histoires. Ouais, C'était fallable. Quand on a 7-8 ans, je ne comprenais rien. Le carabou de Jean, j'ai jamais compris ce qu'il y avait dans les caisses. Ce n'est que beaucoup plus tard que je me suis dit, ah mais oui, bah, c'est de la drogue dans les... C'est ça, dans les boîtes de crabes ou pinces d'or, c'est que de la drogue. C'est ça ou l'inverse, ou sinon c'est de la drogue, ou du crabe dans les paquets de drogue, je sais plus. Enfin, il y a un truc. Non, c'est ça. Ouais. Tu as des très jolies choses d'ailleurs dans le carnet intime, Flux Glacial, 13 €. À propos non, mais de ça, de dire comment justement on est dans l'obscurité quand on est gamin, on peut lire un album 50 fois, Oui, voilà. être pris par la narration et pas voir finalement ce qu'elle raconte vraiment. Et ma question, peut-être que je une question, mais est-ce que c'est ça finalement une bonne BD, un truc que tu peux relire et relire et relire et qui résiste à ça quoi? Ça, c'est... Oui, je ne sais pas ce que c'est qu'une bonne BD, mais c'est vrai qu'en tout cas pour moi, à l'époque, le fait de la revisiter tout le temps et d'y redécouvrir des choses, des éléments que je ne soupçonnais pas, moi j'avais l'impression d'être dans une salle obscure avec une lampe de poche. Ça, je rentrais, tout est sombre, et j'avançais dans l'intrigue en éclairant des petits aspects de la pièce constamment, comme ça, ah, il y a ça aussi. J'avançais dans le noir, je comprenais absolument rien de la totalité de la pièce, et je ressortais, et j'avais pas... Encore une fois, je ne savais pas exactement ce qu'il y avait dans cette pièce. Donc je pouvais y retourner 1000 fois. Et je reprenais un autre parcours, je redécouvrais d'autres choses. Et c'est toujours un peu triste d'ailleurs de relire les albums de Tintin maintenant, parce que tout à coup la pièce est éclairée et on comprend toute l'intrigue, on sait que toutes les motivations des gens... Tintin est raciste. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Je ne peux pas te laisser dire ça. C'était l'époque. Voilà. Ok, bien, comme ça, C'est dit. méchant sur Tintin. Et toc, ouais, on a les rébellions qu'on peut. Qu'est-ce qu'il y a comme influence après? Tu grandis, l'enfance, l'adolescence, fin 60, début 70, c'est quoi? Alors tu lis Pilote, tu lis Métal Hurlant, le début de Flux Glacial? Non, alors, ma révélation sur l'humour, elle est passée d'abord évidemment par Astérix. Tout à coup, je m'apercevais qu'on pouvait faire de l'humour en étant un peu ironique et distancié. Première leçon, parce que moi, jusqu'à présent, c'était plutôt Boule et Bill, avec des chutes, des gens qui tombaient en arrière avec des petits nuages sous les jambes quand ils étaient étonnés. Des choses très premier degré, mais j'adorais ça. Puis tout à coup, je me suis aperçu qu'avec Astérix, il y avait quelque chose d'un peu supérieur. Et puis, la révélation. Un jour, je lis... Tu peux virer ça, s'il te plaît? Ah, c'est moche. Bah oui, mais bon, on commence tous par des trucs comme ça. Enfin, pas tous, mais toi. Il ne veut plus être ton ami. Je passe un délicieux moment, mais je fais quelques erreurs. Et tout à coup, je découvre Gottlieb. Et là, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je me dis, ce type se moque de tout. Il se moque de tout le monde, il se moque de la bande dessinée, il se moque d'autres choses. C'est-à-dire que j'ai découvert la dérision. Et qu'on avait le droit, finalement, de se foutre de tout. Et ça a été vraiment une révélation. Et j'ai dit, je veux faire ça. Fouteur de gens, fouteur de monde, j'adorais ça. Donc j'ai fait du faux Gottlieb aussi. Ça, c'est une période légèrement avant, j'étais un peu torturé. J'étais lycéen et dans les marges de mes cahiers, j'ai dessiné des trucs comme ça. Là, on sent un peu malade mental aussi. Voilà. Les profs te posaient jamais de questions à toi quand ils approchaient du cahier. T'as raison. Ah, c'est ça l'explication. Là. Il y en a un qui se fait empaler là en bas à gauche. Je suis désolé, tout ça, c'est ça. J'ai l'impression qu'on regarde dans mon crâne et qu'il y a toutes ces espèces d'horreurs qui sont répandues dans tout le monde. Je suis désolé que vous soyez là ce soir, finalement. Tu lis tout ça, la BD, c'est toujours juste un plaisir à faire, ou tu te dis quelque part dans un coin de tête, il y a un métier qui s'appelle auteur de bande dessinée et j'aimerais bien le faire?
Ouais, non, j'ai toujours bien aimé cette idée, mais je sentais que je n'étais pas prêt pour ça, je sentais que je n'étais pas dessinateur. Toujours un gros complexe de dessinateur et un gros respect pour les gens qui pratiquaient ce métier. Et donc je ne me sentais pas à la hauteur, donc c'est pour ça que je me suis d'abord orienté vers la carrière de journaliste, qui était un peu plus sérieuse et plus respectable. Pour mes parents, tout ça, pour ma mère, c'était bien. Et puis Tintin. Et puis Tintin, t'as raison, il était reporter. Mais oui, voilà l'explication. Voilà. Mais j'étais peut-être déçu parce que autant Tintin allait au Népal, sur la Lune, autant moi j'allais à... Autant Roubaix, c'est sympa, en novembre. À Fâche-Tuménil, c'est pas Fâche-Tuménil, mais c'est à côté de l'île, pour aller voir des gens qui faisaient des inaugurations de maisons de retraite, tout ça. Je pense que Tintin aurait aimé ça. J'aurais adoré d'ailleurs un album de Tintin dans une maison de retraite avec... mais ça s'est pas fait. Voilà. Donc j'étais un peu déçu par le métier de journaliste, bien que ça m'ait aussi ouvert sur d'autres horizons. C'est-à-dire que quand j'ai fait ce métier, je me suis un peu éloigné de ce qu'on a toujours tendance à faire quand on est un jeune dessinateur, c'est-à-dire à refaire ce qu'on aime, c'est-à-dire refaire du Gottlieb, refaire du Goscinny, refaire du Hergé. Et c'est pas très intéressant au bout d'un moment. Moi, j'ai eu cette chance de passer par la case réalité, c'est-à-dire d'aller sur le terrain avec un petit carnet, un petit crayon pour faire des interviews dans des faits divers. J'étais dans les cours d'assises, j'ai vu des trucs horribles, j'adorais. J'allais vraiment en contact avec cette population du Nord-Pas-de-Calais qui est particulière, avec des têtes étranges, on aperçoit maintenant, et puis des endroits très sinistrés. À l'époque, je ne me rendais pas compte, c'était mon quotidien. Non, en tout cas, c'était des gens qui avaient la même tête que ceux de ma famille. Et j'étais très à l'aise avec eux. Donc ça a été important pour moi d'abord d'être dans le réel et de rencontrer des vrais gens. Et ça a nourri ensuite les histoires que j'ai fait plus tard, parce que... c'est un vivier incroyable en fait, voilà. De gueule, d'histoire. Oui, de gueule surtout, ouais, vraiment. Les années de la Terre, ça doit associer, ça doit un peu à ces années-là. Absolument, même uniquement à ça. Ouais. Uniquement, ouais. Et surtout, ça m'a sauvé en termes de point de vue sur les gens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas m'accuser d'être quelqu'un qui va avec un côté donneur de leçons supérieur ou moqueur dans des terrains vagues où vivent des gens dans des caravanes, tout ça, parce que j'y suis allé vraiment, j'ai pas vu ça de Paris par exemple, je suis pas allé, par exemple il y avait Lozi à l'époque, qui faisait aussi une espèce de BD très satirique sur le monde de la pub et tout ça. On aurait pu imaginer que j'ai un point de vue comme ça, très lointain et un peu méprisant pour cette population, mais moi c'était des gens très proches de moi. Ma famille ressemblait beaucoup à ces gens-là. Moi-même, j'ai vécu longtemps au milieu d'eux. Donc, ça m'a sauvé d'avoir un point de vue méprisant, parce que je savais que c'était des gens, je savais comment ils pensaient, comment ils réagissaient, ce qu'ils ressentaient, et c'est plus possible. Quand j'ai fait cette BD qui s'appelle Les damnés de la Terre associée, les Poissards, c'était essentiellement une famille dans la misère, dans la gêne, comme ils disent, on est un peu dans la gêne, ils disent. Et puis une famille extrêmement fortunée. Et c'est le va-et-vient entre les deux. C'était bien avant les groseilles et le quénois, et bien avant les tuches, qui sont sortis il y a peu de temps. Je ne dis pas ça parce que j'étais précurseur ou quoi que ce soit. Non, c'est un vieux thème, hein, les riches et les pauvres, depuis très longtemps. Mais en tout cas, moi, simplement, on ne pouvait pas me dire, tu prends le parti à un parti ou à un autre. À chaque fois, j'étais du côté des Poissards, et même si je les ai accablés de situations grotesques, mais ce qui les a sauvés, c'était la naïveté. Ils avaient une certaine naïveté, une candeur qui fait qu'on ne pouvait pas les soupçonner du moindre mal. Cela dit, les riches aussi, de mes riches qui étaient les Landry, avaient une espèce de naïveté aussi totale. Pour eux, ce rapport riche-pauvre était tout à fait naturel. Et ils adoraient les pauvres, ils adoraient la misère, ils adoraient le boulot, par exemple, le travail. Ils pouvaient regarder des gens travailler pendant des heures. Ça a l'air intéressant comme activité en fait. Ouais. C'est super de regarder les gens travailler. Là, c'était ça leur esprit. Donc on ne peut même pas leur en vouloir, parce qu'ils avaient aussi cette candeur. Et donc pendant ces années de journalisme, tu es rédacteur en chef, tu fais un petit peu tout, tu dessines aussi de la BD à côté, tu dessines dans le journal, tu disais, comment tu t'organises ta vie là, par rapport à ça? C'est-à-dire, tu as toujours idée, je vais y arriver, je vais poser une question. Tu as toujours idée de devenir auteur de BD au milieu de tout ça, ou vraiment, voilà, tu te dis, je fais les deux en parallèle, on verra? Oui, bah, j'habitais Lille et je me suis lancé dans un journal que j'ai lancé, un journal de spectacle. Donc j'allais beaucoup au cinéma, des choses comme ça. On n'était pas très nombreux dans ce petit journal qui a duré 3 ans. Et
progressivement, j'ai introduit dans ces pages, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce personnage de Raymond Calbut. En fin de journal, il y avait un petit strip avec un personnage qui était souvent dessiné et coupé au buste, parce que je ne savais pas dessiner les jambes ni les pieds. Et c'était juste des petits dialogues en trois cases. Et personne ne savait que c'était moi qui le faisais. Souvent, donc je devais essuyer les critiques et les moqueries quelquefois des gens qui ne savaient pas que c'était moi l'auteur. D'accord, ouais, C'est une école d'humilité. Hein. Ouais. Voilà, donc j'ai commencé à basculer dans ce métier de dessinateur progressivement comme ça, en étant à cheval sur les deux emplois. À Lille, il y avait un autre dessinateur de BD à l'époque, François Bouc. Oui. Vous vous croisez? Ouais. Absolument, c'est même lui qui me... Moi, je vais le voir évidemment, et j'admirais son dessin, et j'admire toujours, qui était un dessin extrêmement technique, très fort dans les anatomies, et puis surtout avec cette dimension caricaturale en plus. On va recommencer alors. On va reprendre depuis le début parce qu'il y a... Ça serait bien, Voilà. ça serait bien. Tu veux remonter On en va haut? recommencer. Voilà, Patrice, si vous voulez arriver peut-être discrètement, c'est raté. Je te l'avais dit. Mathieu Diez, qui arrive avec à peu près 20 minutes de retard. Parce que il le cherche à moi. Hein. Tu vas plus rien comprendre. Oui, il le cherche à moi. De Lyon BD Organisation. Très bien. Book, dessin Ah oui. incroyable, tu les Oui, vois, formidable, émotion. Voilà, et moi je commençais à dessiner, et un jour je vais le voir chez lui, pour l'interviewer comme journaliste, je regarde ses dessins et je tombe par terre, littéralement, je tombe par terre. Je me suis dit, mais c'est ça la BD, c'est-à-dire... Oh, mais alors, les deux là Vraiment, ça. Après, on arrête. Hein. Bonjour tout le monde. Book, Lille, émotion. Merci. Journaliste. Vas-y, enchaîne. Je dis, c'est ça la bande dessinée, c'est incroyable. Il dessinait d'abord sur des grandes pages comme ça, avec à la plume, avec des crayonnés très poussés. Il faisait des portées pour écrire ses textes. Rien de tout ça chez moi. Moi, je faisais un truc, je dessinais au format des bandes dessinées. Et voilà. Et non, là vraiment, je me suis dit, ouais, attends, laisse tomber, c'est pas pour toi, tu y arriveras jamais. Et puis, par une espèce d'inconscience qui est la marque de tout ce que j'ai pu faire, je me rends compte que c'est difficile quand c'est fini, quand j'ai fait. Avec les filles, c'est pareil. Oui. Trop tard, généralement, que je me rends compte que c'est difficile. Pourquoi je suis parlé des filles? Je pense parce que tu as... Je pense parce que tu as dit à Book, non, peut-être, j'aimerais bien vous montrer ce que je fais, des choses comme ça ou... Oui, j'ai montré des choses, elle était très Conscience. gentille avec Ouais. moi, mais j'ai bien senti que c'était pas du tout ça. Et ensuite, j'ai repris ce personnage de Raymond Calbut, et puis un jour, un album est sorti chez un petit éditeur, de Lille d'ailleurs, et il m'a fait l'immense hommage de me dessiner mon personnage comme une espèce de préface du livre. Et là, j'ai adoré ça, de voir mon personnage redessiné par lui. Vous avez jamais essayé de bosser ensemble? Jamais proposé des histoires? Si, j'ai fait des courtes histoires pour lui qui sont parues. Ouais. Pilote, non? Non, Pilote, ouais. Oui, ok. Mais très peu. Raymond Calbut, ouais, donc c'est ton premier album, donc c'est un personnage qui est une espèce d'aventurier du quotidien, c'est le prototype du gars moyen, un peu en tous, une espèce de medium man, qui est confortablement installé dans son salon, dans sa vie, dans ses charentaises, et qui a une vue profondément moyenne sur un peu tout. Comment tu le rencontres? Comment tu viens à le créer, ce bonhomme-là? Ouais. Comme j'avais dit, c'est-à-dire que je ne savais pas dessiner les pieds. Comme on voit sur ce petit strip là, on ne voit pas les pieds de personne. Il y a toujours, par exemple, la Monique, sa femme, il y a une table devant avec des croissants, tout ça. Ça m'a évité de dessiner les pantoufles, tout ça. Lui, on le voit derrière sa table. Et j'ai commencé comme ça, et progressivement, j'ai attaqué les parties les plus difficiles. J'ai commencé à faire bouger les mains. Mais voilà, c'était une école d'élémentaire. Mais c'était bien aussi cette façon de commencer à dessiner, parce que je devais faire fonctionner des histoires avec très peu d'outils, presque des marionnettes en fait, pratiquement. Donc j'avais peu de moyens à ma disposition, et cette absence de moyens est très stimulante. C'est cette idée que les limites sont toujours plus excitantes, que ça nous oblige à composer avec, à inventer finalement plus que si on avait à sa disposition toutes les capacités techniques, et que finalement on a trop, on ne sait plus par où commencer. Moi j'avais juste cette contrainte, un personnage sans les pieds dans un intérieur. Pourquoi un intérieur? Parce que je n'avais pas dessiné les voitures, je n'avais pas dessiné les rues. Et en revanche, ce que j'avais sous mes yeux pour dessiner, c'était cette radio, là, c'était ma radio. Voilà, ma vieille cuisinière. Elle était à toi, cette femme. Cette femme, non. Pas du tout. Et ce lit, c'est un lit que je connaissais aussi, pas le mien. Tâche. Cette tache sur la laisse, oui, est un peu... Non, même pas du tout, rien à voir. Tout était
Par contre, oui, l'aspirateur aussi était le mien. Donc je dessinais ce que j'avais sous les yeux, et c'est une belle contrainte de n'utiliser que les éléments que je peux avoir sous les yeux. J'ai lu que tu avais envoyé bouler Guy Delcourt à l'époque, qui était éditeur chez Dargaud, au Festival de Hyères. Et il serait venu te proposer en fait de publier Raymond Calbutt. Alors tu me dis si je me trompe, mais tu l'as envoyé bouler en disant c'est une blague, dégage. Tu gères toujours aussi bien ta carrière J'avais dessiné cet album qui s'appelait Raymond Calbutt, un petit album jaune, introuvable, et vrai, en noir et blanc. Bon. Et arrive ce type au stand du Festival de Hyères. Moi je suis un connard du Sud, c'est pour ça que je me fous de la gueule des gens du Nord et j'étais au Festival de Hyères quand j'étais petit. Ah oui, oui. Et voilà, donc mais tu n'étais pas né, je pense, à l'époque. Quand je pense à ça, c'était... J'ai 22 ans, donc peut-être pas. Et donc, ce type arrive et me dit, voilà, bonjour, je suis rédacteur en chef de Pilote, j'aimerais bien voir si on peut pas éditer des trucs sur ce personnage, ça m'amuse et tout. C'est ce genre de trucs auxquels on ne croit pas une seconde, surtout qu'il n'était pas spécialement impressionnant, il était en tongue. Guy Delcourt en tongue. Voilà. Ouais. Et bon, il avait mon âge, enfin, oui, il a mon âge. Donc impossible d'imaginer qu'il soit, voilà, c'est cet album-là, qu'il était, par contre c'est mal reproduit. Hein, je suis désolé. Ah, d'accord, tu me rassures. Donc je lui dis, bon, là, arrête de déconner, si tu veux une dédicace, ok, vas-y, assis-toi là. Et alors il était très emmerdé, donc il m'a dit, attends, non, je te jure, mais je vais te ramener ma carte d'identité. Donc il est retourné à son hôtel, je crois. Et il est revenu avec sa carte d'identité, il est cool, mais ça me prouvait encore rien. Moi, le rédacteur en chef de Pilote, c'était Goscinny. Ouais. Voilà, pas Guy Delcourt. Et donc, il a dû effectivement trouver d'autres preuves, je ne sais plus lesquelles, et au bout de ça, il m'a fixé un rendez-vous. Mais empreinte digitale, faire d'autres trucs. Et puis, on a pris rendez-vous à Paris. Effectivement, je ne revenais pas de ce hasard, et je suis allé le voir dans son bureau, dans le bureau de Goscinny. Il avait cet imposteur, était là. En tout cas, si c'était pour surprise, ouais, l'émission, et c'est poussé très loin. Et donc on est allé dans son bureau, qui était le bureau de Goscinny, il m'a expliqué tout ça. Et finalement, il a publié il n'y a que le moment où j'ai vu dans Pilote mes histoires publiées, je me suis dit, bah, c'était pas une connerie. Peut-être qu'il a poussé la blague très très loin. Un mec qui ça beaucoup d'humour. Donc tu rentres chez Pilote comme ça? Oui, comme ça, par un de cours. Ça fait quoi de se retrouver dans les pages d'un magazine ça fait que je me suis senti, comme toujours depuis le début de l'école, je me suis senti un imposteur. Parce que je me suis retrouvé dans ce journal, c'est pas possible que Pilote, le journal d'Astérix, le journal qui s'amuse à réfléchir avec Astérix et Obélix, et moi je suis dedans avec Valérian, des choses comme ça. Non, je croyais pas, franchement je croyais pas. Je me dis, donc j'ai eu le sentiment d'imposture, comme toujours. Et 4 mois plus tard, le Pilote s'est arrêté, justifiant toutes mes craintes d'être un imposteur. Donc c'est vrai, 4 mois plus tard, le Pilote s'est arrêté dans sa formule mensuelle et est devenu Pilote et Charlie. Enfin, ça sombre ensuite. Comment tu continues alors? Comment tu rebondis chez Fluide Glacial? Rebondis, ça fait dynamique comme ça, mais est-ce que ça se passe aussi de manière aussi dynamique qu'à l'époque ou pas? Non, je suis allé aux éditions Glénat où Jacques Glénat, ça l'amusait ce personnage, encore une fois. Donc j'ai pris toutes les planches de Pilote et les ai mis en couleur. Pas moi d'ailleurs, quelqu'un les a mis en couleur, et puis ça a donné quelque chose qui pouvait se tenir, et ça fait le premier album. Voilà. À la suite de ça, cet album atterrit chez Gottlieb. Alors j'y crois pas non plus. Et il y a un gars qui fait super marrer Gottlieb, c'est évidemment tu l'as pas, mais Pourquoi tu parlerais trop proche? On va voir si tu l'as. C'est une pleine page où ça se passe sur la Lune, vous voyez, encore. Et c'est une parodie de On a marché sur la Lune, on voit Raymond Calbutt et sa femme qui sont avec des grosses combinaisons de Tintin, orange, avec la fusée derrière. Et ils sont en train de regarder leur semelle comme ça. Tous les deux, ils regardent comme ça, et le titre c'est On a marché dans la merde. Enfin, c'est pas super fin, on est d'accord. Et voilà, Monsieur Gottlieb, ça a beaucoup fait marrer. Et donc, je suis allé chez Fluide à la suite de ça, et il fallait que je crée un personnage pour eux. Donc ça a été Jean-Claude Pagal, parce que je ne voulais pas reprendre le même. Voilà. Donc pour ce second personnage, je me suis dit que j'allais plutôt raconter des choses proches de moi. Maintenant, je savais dessiner les pieds. Et comme tu as des pieds, ça tombe bien. J'avais des pieds, oui. Et voilà, c'est... Ah bah alors, super, formidable. Tu aurais dû me le faire avant, j'aurais pas décrit l'image qui est toujours ridicule. Et on voit pas le caca sur le pied. Si, mais c'est parce qu'il est mal. Non, elle était mal reposée, parce qu'à un moment, je me rappelle,
Voilà, sous la chaussure de Monique. Ok. Je crois que ton gag a été censuré. Voilà. C'est le caca. Voilà. Voilà comment je suis arrivé chez Flux. Oui. Il y en a un qui s'est endormi. Hein, enfin, on va parler peu. Excuse-moi, si, un petit peu quand même. Se laisse bercer. Vous pouvez dormir, franchement, moi c'est pareil, je suis en train de dormir depuis 10 minutes là. C'est une technique d'auto-hypnose. On va parler comme ça, les yeux ouverts, mais en fait, il est ailleurs. Non, je ne veux pas, c'est vous, ça m'arrive très souvent. Avec Je suis juste un peu vexé. Je crois qu'il t'entend pas. Hein. En fait, je crois que tout simplement il est mort. Vu la soirée de merde qu'on a, c'est pas impossible. Ça serait super, j'adorerais ça, une soirée, on se lève tous, on part en rigolant, il y a un qui reste, il est mort. Et on a présenté sur lui toute la soirée. Regarde comme il dort et tout ça. Pendant ce temps, quelqu'un mourrait vraiment au fond de la salle. Et l'humour noir, tiens. Oh, transition. Oh. Il y a un philosophe belge célèbre, Philippe Geluck, qui dit peut-on rire du malheur des autres? Si le malheur des autres est rigolo, oui. Je voulais avoir la position du courant tronchétien en matière de rigolologie, de tout ça. On en a un peu évoqué tout à l'heure, mais ouais, t'aimes bien parler des choses qui font mal, des choses qui sont douloureuses, de la mort et de rire avec ça. Oui, j'adore ça. Ouais. Je suis désolé, mais même si c'est bon, je crois que j'ai conservé quelque part au fond de moi le sale gamin que j'ai dû être à un moment donné, qui peut pas s'empêcher de dire un truc, même si ça met tout le monde mal à l'aise. Voilà. Et par exemple, si j'avais une bonne blague super drôle sur ma mère, que ça pourrait la détruire, je le ferais. C'est horrible, hein. Je suis pas fier de ce que je viens de dire. Là, je viens ça a glacé l'assistance. Tu sais que c'est enregistré. Maman aussi. Non, je sais pas. Oh non, je sais pas continuer. On va l'appeler. Non, j'adore ça. Je pense qu'il n'y a rien que j'aime plus que le malaise dans une assistance comme ça, tout à coup. Ça n'a pas tellement d'intérêt de faire rire des gens dans la connivence où tout le monde. Et là, ça dérange personne. Enfin, je ne sais pas comment dire. Si on est dans un endroit où la blague est prévue, ça n'a pas d'intérêt. Alors là, d'abord, je suis incapable de faire une blague dans un endroit où on nous dit bon, vas-y, ah mais tu es humoriste, tu pourrais peut-être nous égayer de quelques facéties. Ouais. Le côté black zone. Attention, vous entrez dans une voilà, zone. ou bien quand on est dans sa famille. Oui, cet endroit. Quand on est dans sa famille, les gens nous disent ah il fait des BD, il va nous faire rigoler. C'est glaçant. En revanche, dans un enterrement, dans un hôpital, quand le type est intubé, je fais des blagues sur les filles qui vont dans le nez super haut. J'adore ça. Je pense sincèrement que le gars qui est intubé à ce moment-là est très reconnaissant. Enfin, ça dépend du stade. Qu'on l'inclut dans la blague, qu'on n'est pas en train de le regarder comme s'il était mort. Alors, généralement, les gens qui vont voir des malades dans les hôpitaux, il est mort déjà, ils sont tous avec les mains devant, comme ça, devant un peu jointes, comme ça. Si ça m'arrive, merci les gars de faire une dernière blague sur les... J'aurais bien mérité d'ailleurs. Il y a du monde aujourd'hui ce matin. Ils font la queue. Oui, de la même chose pour les handicaps, les maladies, tout ça. Je pense sincèrement que les gens qui sont victimes nous sont reconnaissants de les inclure dans la blague. C'est parce qu'il y a simplement juste une façon de faire qui les exclut pas comme un sujet extérieur, comme tout à l'heure je disais, et qui les ramène vers le vivant, tout simplement. Là, rien de plus vivant que le rire. Et si on les exclut même du rire, pour moi c'est bien. Donc je préfère l'idée de passer pour un salopard, ce qui m'est arrivé souvent, de gêner tout le monde par une blague sur un handicapé, si lui-même, à ce moment-là, comprend que c'est ma façon d'être en connivence avec lui, alors je prends le risque de me faire 50 ennemis pour avoir un ami comme lui. Il n'y a pas des trucs que tu regrettes? Non. Si. Et j'ai fait beaucoup de blagues qui sont... Par exemple, moi j'adore le canular, c'est vraiment quelque chose que j'aime par-dessus tout. Je vous en racontais juste un, vous allez voir le degré de perversité du gars, donc après vous allez tout vous méfier de moi, mais voilà. Dans la bande dessinée, on a l'usage de s'envoyer, à l'époque c'était comme ça, des cartes de vœux dessinées par le dessinateur. Et donc j'ai un dessinateur qui m'envoie sa carte de vœux, dessinée par lui, et au dos de la carte il met salut ma grosse, alors toujours aussi con, c'est pas grave, on t'aime quand même. Et ici, de son nom
dessinateur. Sauf qu'il n'a pas mis mon nom. Donc je prends sa carte, je la mets dans une autre enveloppe et j'envoie à monsieur le directeur des éditions Vent d'Ouest, qui était son éditeur, évidemment. Et le directeur retrouve ce truc, salut ma grosse, alors toujours aussi con. C'est pas grave, on t'aime quand même. Moi je trouvais ça rigolo, comme moi. Là, après ça me fait marrer. Bah, lui ça n'a pas fait marrer du tout. Peu de temps après, j'ai croisé au festival d'Angoulême, donc je trouve ça marrant. Donc je le vois, je fais le type vaguement gêné, comme si j'étais gêné, quoi. Hein. Alors je n'étais pas gêné du tout. Oh là là. Et je le vois fendre la foule et il voulait me casser la gueule. Tu comprends ça, toi? Moi, je ne me bats pas. Je suis pas taillé moi, pour. je suis là, Non, je comprends pas. D'accord. Voilà, donc un calembour entre, un canular entre eux. Ok. Oui, donc le regret vient un petit peu après là, c'est vrai. J'ai regretté quand je l'ai vu fendre la foule, parce qu'il était un peu costaud quand même. Ouais. J'aurais été un petit, j'aurais pas regretté. Ah, j'ai une bonne dessus. Et à propos de canular, j'ai entendu une histoire comme quoi tu avais fait des faux dossiers aussi, que tu avais attribués à des jeunes filles légères et gentilles et qui dessinaient, à qui tu avais prêté des dessins mais monstrueux, des trucs à base de beats et compagnie. Et Deux. le sexe masculin. Ah. Non, oui, je sais pas si tu as ça, un magasin urbain. Oui, si, c'est habité. Bon, c'est un autre canular, effectivement, où tu mets n'importe quoi, en fait, pendant que je parle d'un truc, ça me met carrément sur autre chose. T'es en roue libre, finalement, tu n'es pas du tout concentré. Oui, bon, c'est un autre canular que j'ai fait, là, toujours dans le milieu professionnel, c'est-à-dire que j'avais envie de faire des petits gags stupides avec des personnages un peu comme des patates, des personnages tout ronds, très naïfs, avec des couleurs un peu aquarellées, et c'était l'histoire d'un type et de son sexe masculin, et j'ai essayé de trouver tous les gags qu'on pouvait trouver à propos de son sexe masculin, par exemple, ça s'appelait Urbain. Tu n'es pas vite, toi. Non, oui. Si, mais parce que le titre de l'album, ça me gêne parce que les filles ne savent pas du tout ce qu'on parle, ne comprennent rien de ce qu'on est en train de dire. La série s'appelait L'habitat urbain. Je crois que je comprends mieux Jean-Claude Kerrigan en fait. Donc l'habitat urbain, vous voyez le gag ou pas, non? Oui. Voilà. Et malheureusement, c'était écrit avec l'orthographe contestable. Ah là 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 là, voilà, c'est le premier. Bon, c'est pas... Là, on est à la limite de la pédophilie, là, maintenant que j'y pense. Bon, par exemple, il y en avait un aussi, c'était Urbain bien la fondue. Donc, il trempait son appendice dans la fondue et à la fin, il disait c'est les filles qui mangent. Voilà, ce niveau. J'avais fait ça, je ne suis pas fier de moi. Ou bien Urbain, tu peux changer ça tout de suite. Je fais ce que je peux. Ouais. Non, mais on a compris l'idée du personnage. J'ai compris. Parce que j'avais plein d'exemples encore. Voilà. Le canular, Quand là où il il a- veut prendre des vacances, il ne se lave pas le sexe, comme ça sent la crevette, et il a l'impression d'aller à la mer. Alors Voilà. celui-là est dans le fait glacier Carnet intime. Pas fier, hein. C'est 13 €. Celui-là, mon fils Ouais. l'a lu de 10 ans. Je suis désolé. Parce que je suis en train de réviser pour lui. Il a trouvé ça très très drôle, le coup de la crevette. À 10 ans, ça marche. Bon. Par contre, c'est pas drôle à faire. C'est rigolo à raconter, mais il ne faut pas le faire. Oui, sinon ça pique. Et donc, le gag était le suivant, c'est-à-dire que j'ai pris ces blagues que j'avais faites en 4 images qu'on voit là, et je les ai envoyées à d'autres dessinateurs que je connais, des amis, et j'avais accompagné d'une lettre qui était « Bonjour, je m'appelle Marie-Virginie, je suis dessinatrice, enfin, débutante, je fais quelques dessins, bon, je ne sais pas encore trop ce que ça vaut. » J'avais mis la photo aussi d'une amie à moi, elle s'appelait Marie-Virginie, 19 ans et demi. J'ai fait ces petits gags avec un petit personnage. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça peut donner quelque chose à bande dessinée? Voilà, et j'ai envoyé ça à une dizaine de dessinateurs que je connaissais, Loisel, ces gens-là, pour voir comment ils allaient réagir avec cette fille qui, à 19 ans et demi, raconte l'histoire d'un personnage qui trempe son sexe dans la fondue, quoi. Et je me rappelle, c'est les filles qui mangent. Voilà. Donc, c'était super drôle, j'ai adoré ça. Est-ce que tu as fait chanter des gens avec les retours que tu as eu ou pas? Ah, j'ai eu des retours, ouais. C'est très gênant pour les gens, parce qu'ils se sont dit, oh là, attends, la fille super facile, là, oh là là. Mais pourtant, il y avait un gros décalage entre la naïveté affichée de cette fille, son lettrage manuscrit, tout ça, et le sujet des trucs. C'est impossible. Maintenant, moi qui connais un peu la fille, en général, Oui, tu veux dire comme sans te vanter, hein, une espèce. comme espèce, je sais qu'aucune fille ne ferait jamais ce genre de gag, c'est impossible. Donc je ne sais pas comment ils ont pu penser que c'était vrai. Certains m'avaient démasqué, certains avaient compris que c'était une blague, Il est court. d'autres non. T'as cru, du coup, puisqu'il a édité.
Oui, mais là, au début, c'était pas, le but n'était pas de faire un livre, c'était simplement de faire un canular. Et il y avait un journal qui s'appelait Les Cahiers de la bande dessinée à l'époque, un journal tenu par un type qui s'appelait Numa Sadoul, ça vous dit quelque chose, qui est un spécialiste de la bande dessinée, et qui a fait un écho en disant une fille. Elle marchait, oui. Non, mais en disant que c'était comme au premier degré, tout ça, en disant qu'une dessinatrice avait dessiné, il avait repris un dessin, enfin, le gag avait fonctionné jusque dans un journal. Puis Guy Delcourt, ça l'a fait marrer, il a fait ce livre-là, qui a été mon plus gros succès au nombre de ventes pour le temps passé. Ah oui. Un 30 petits gags ridicules avec des passages en patate, comme ça, et c'était pas... Voilà. Comme quoi, j'avais signé chez 8 ans et demi, donc je peux dire que j'étais conscient du niveau que j'avais. Voilà. Une bite, un bon titre, hein, on en vend plein. Ouais. Je m'habitue pas, c'est marrant. Hein. Moi, quand dans ta bouche, ça marche pas du tout qu'il y a un sexe masculin, un bon titre, et on en vend plein. Voilà. Tu as été donc chez Fluide Glacial dans les années 90, enfin encore après, mais dans les années 90, tu y côtoies du coup les... Ah oui, et du coup, putain, j'avais dit que j'arrêtais avec ça. Ah oui, c'est un truc, c'est-à-dire que Didier vient régulièrement aux soirées de l'épicerie, et la première soirée, ou la deuxième à laquelle il a assisté, je lui ai demandé un peu son retour derrière, tout content qu'il soit venu, il m'a dit « Vous êtes atteint d'un syndrome dramatique qui s'appelle la ducoïte aiguë. Vous passez votre temps à dire du coup, c'est une catastrophe. Toi, Jérôme, c'est infernal. Vous dites du coup en longueur de temps. C'est hyper contagieux, c'est grave. Il y a des gens qui finissent par faire ça en répétition, du coup. Mais faites le test hein, dans votre entourage, tout le monde, dans tous les milieux, tous les âges, commence toutes ces phrases par du coup, je vais aller faire ça, du coup t'es garé où, du coup quelle heure il est. Du coup quelle heure il est, franchement. Vous le faites, sûr, vous allez voir. Et par conséquent... On va parler ensemble, parce qu'après il y a un petit repas, je vais aller vous voir, 2 minutes chacun, et en 2 minutes vous allez m'en sortir plein. Bon, moi, je m'étais dit que j'allais essayer de faire une soirée 100% c'est raté, sans coup, en zéro gluten, zéro du coup, c'est raté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? Il y a juste. C'est juste facile. Ouais. En fait aussi, en fait, c'est pas mal. Mais celui qu'on repart jamais, c'est ça. Du coup, vous allez voir. Maintenant, je vous l'ai dit, vous allez souffrir parce que vous allez l'observer autour de vous, vous allez m'en vouloir. Donc, subséquemment... C'est par contre le très rare. Tu entres chez Fluide Glacial à cette époque-là et tu côtoies Goussens, Gottlieb, Godelet, Edica, Blutch, Larsenet. Il y avait à l'époque, enfin je ne sais pas d'ailleurs si c'est toujours le cas, je n'ai plus Fluide Glacial aujourd'hui, mais la tradition des marges et des bouclages. On imagine que c'était sinistre ça, non, comme type de soirée. Tu as des anecdotes, des récits là-dessus, ou t'en gardes quel souvenir toi? C'est sûr que ça donne de l'extérieur, pour l'extérieur, l'impression que c'est une bande de joyeux copains qui sont autour d'une table et on se balance des vannes. Vous parliez que par avocat interposé, tu veux dire? Non, c'était ça. À une époque, c'est là où j'y étais. Mais moi, j'avais du mal à écrire dans les marges, dessiner dans les marges. C'était difficile pour moi. C'est pas un mode d'expression qui m'est facile. Balancer des vannes les uns sur les autres. Encore une fois, c'était typiquement l'endroit où il fallait qu'on soit drôles les uns sur les autres. J'étais incapable de faire ça. Par contre, dans une revue de matériel médical, j'aurais adoré, ou dans, je sais pas, un truc funéraire, ou sur les côtés d'une tombe, enfin des marges de tombe. J'avais proposé ça d'ailleurs quand il y a eu des morts, des dessinateurs morts chez Fluide Glacial, il y en a eu plusieurs, 3-4. J'avais proposé qu'on fasse des marges de tombe. Silence. Bon, ok, on laisse tomber. Pas une bonne idée. Fluide Glacial, Jean-Claude Tergal. Après Raymond Calbut et un tissu qui nous ramène à nos caleçons, Tergal et une autre matière. Est-ce qu'on a évité Jean-Claude Pilou, Jean-Claude Moher, Jean-Claude Licra? Je n'en ai pas d'autres, après j'arrête. Même chose, donc comment tu crées Jean-Claude Tergal? Là encore, il y a des bouts de toi dedans. Ou est-ce qu'on ne peut pas vraiment prendre autant de vannes et de râteaux dans la vie? Parce que tu en as inventé par rapport à Jean-Claude Tergal? Ou c'est vraiment que toi? Ah non, c'est de toute façon, le personnage du loser sexuel est un peu un archétype. Je n'ai pas du tout inventé ça, ça existe beaucoup. La seule chose qui s'est passée pour moi, c'est que je peux vous parler un peu, j'étais avec une fille, passait bien, enfin je croyais. Vous sentez bien la suite. Et un jour, cette fille, sur un coup de tête, j'imagine qu'elle le regrette maintenant quand elle voit le type formidable que je suis devenu, décide de me quitter. Pareil, je suis comme vous, je suis sur le cul, je ne comprends pas pourquoi. Je me dis, mais comment se fait-il? Voilà, on est d'accord. J'ai pas l'impression qu'il soit surpris, qu'il pense que c'est... Moi, je me dis que c'était pas une bonne idée, mais seulement, à ce moment-là, elle n'avait pas conscience de l'importance que j'allais prendre dans cette seconde partie du XXe siècle. C'était au XXe siècle. Et donc, elle part, elle fait ses bagages, tout ça.
bizarre. Donc je lui ai dit, dis donc Isabelle, je te préviens tout de suite, si tu fais tes bagages là, si tu passes la porte là, Isabelle, si tu descends, attention tout de suite, Isabelle, je te mets les choses au point. Si tu descends les escaliers, je vais t'ouvrir la fenêtre. Tu prends Isabelle, si tu franchis le coin de cette rue, c'est même pas la peine d'espérer revenir un jour ici. Jamais, tu m'entends? Jamais. Voilà. Et toc. Eh ben, elle n'est jamais revenue. Voilà. Donc, à ce moment précis de ma vie où tout s'effondre, c'est comme ça les ruptures, surtout à cette époque-là, je sais pas combien d'âge j'avais, 7 ans. Tout s'effondre et on ne vit plus la vie quotidienne que par le prisme de cette rupture. Je ne sais pas si ça vous parle ça. C'est-à-dire que rien de ce qui peut se passer dans la vie n'est anodin. Tout ce qu'on entend à la radio, c'est rattaché à ça. Par exemple, j'entendais Hop, t'as une radio, une chanson. Ouais, toutes les chansons me parlaient d'elle. Comme un grand complot qui destinait à me rendre malheureux, ce qui marchait bien. Ou alors, dans les radios ou les télés, on entend parler de catastrophes où les types ont vu leur famille disparaître sous leurs yeux dans un torrent de boue. Moi, Venezuela. J'ai vu ma femme disparaître aussi par la porte, c'est pas un torrent de boue, mais c'est quasiment pareil. Ça m'a fait cet effet d'un torrent de boue en tout cas. Et j'ai pas été geindre dans toutes les télés à dire ah ouais, ma femme ceci, cela. Non, bon, j'ai eu un peu de dignité sur ce truc. Ce que les Vénézuéliens qui étaient interviewés à la radio n'avaient absolument pas. Il fallait les voir, tiens, mi esposa, ceci, cela. Comment on dit torrent de boue en espagnol? Torrente de boue. Voilà, donc j'ai vraiment une rupture sentimentale. Oui. Et c'est les gens qui se prennent pour le centre du monde et qui n'arrêtent pas de se plaindre de leurs petits soucis personnels. Comme là, un tremblement de terre au Venezuela. Tout est enregistré, ce qu'on vient de dire. 5 enfants disparaissent sous mes yeux dans un torrent de boue. Bon, c'est vrai, c'est toujours ennuyeux, hein. Mais oh, ça va, hein, c'est pas la peine, hein. Moi aussi j'ai vu ma femme disparaître sous mes yeux. Ah, mais j'ai fait de C'est bien, les gens pensaient qu'il était venu voir une soirée unique. C'est pour montrer que tu l'as déjà fait. C'était une autre épicerie séquentielle, ça. On fait des soirées épiceries séquentielles, on tourne partout en banlieue lyonnaise. On était à Terre-Neuve, on est bientôt du côté de Toulouse. Excusez-moi, on vous a fait un doublon là. Mais c'est qu'on a affaire à un type qui est toujours un peu décalé, qui s'est dit ah, ça me rappelle quelque chose, je vais remettre exactement l'histoire que le gars a racontée. 2 secondes. Donc à la base de Jean-Claude Tergal, il a vraiment une rupture sentimentale. Oui. Ouais, et c'était formidable. T'as eu envie de raconter ça, sur le coup, c'est pas formidable. Mais après, j'ai adoré ça parce que la seule façon que j'ai eu de m'en sortir, quand je disais que je vivais tout par le prisme de cette rupture, c'est que je me suis dit, bon, je vais raconter ça tout simplement, au jour le jour, comme ça se passe, avec ce petit pas de côté, ce petit décalage de l'imaginer chez un personnage qui est moi et qui n'est pas moi, et qui est devenu Jean-Claude Tergal avec sa doudoune ridicule. Donc là, elle est bien, elle est en or. Hein. Et ça m'a sauvé, parce que chaque fois que j'avais un truc invraisemblable qui m'arrivait, par exemple, à l'époque où on avait des répondeurs téléphoniques, vous avez connu ça, les répondeurs téléphoniques? Le truc, une espèce de gros meuble là, qui faisait... Vous êtes bien chez machin et machin, enfin moi c'était plutôt chez machin et plus personne. J'ai une question après là-dessus, mais bon. Non, parce que moi j'ai toujours pensé que des répondeurs qui parlaient à haute voix, c'était que dans les films. Ah non, et ça existait en vrai dans la vraie vie. Oui, c'était très gros comme ça, il y avait 2 cassettes. Et il y a une qui donnait le message et une qui enregistrait le message de la personne qui appelait. Voilà. Donc je passais mes journées, parce qu'à l'époque on n'avait pas de portable. Je parle de ça du XXe siècle. Hein, Et alors, je passais ma journée à pas oser même quitter la pièce ou sortir dehors, n'en parlons même pas parce que c'était risqué. Par exemple, je mangeais plus de chips. Parce que quand tu manges des chips, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on mange des chips, ça fait un bruit terrible et il suffit qu'il y ait une sonnerie de téléphone. Au moment où on mange des chips, on n'entend pas le truc. Il faut fermer la bouche. Mais même, parce que t'es à l'intérieur de la bouche, toi. D'accord. Mais non, ça fait encore plus de bruit pour toi. C'est pas pour les autres le coup de des chips. Ça fait encore plus de bruit, tu vois encore moins les sonneries. Et pareil aussi pour les chasses d'eau. Je ne tirais plus de la chasse d'eau pendant... Ce qui n'aidait pas non plus à trouver quelqu'un d'autre dans ma vie. D'accord. Parce que le moment d'expliquer pourquoi je n'ai pas tiré la chasse d'eau, la personne qui aurait pu remplacer cette Isabelle, elle s'appelait Isabelle, était toujours douloureux. Sur le côté qu'elle avait des chips non mâchés par la gueule. Non, je ne peux pas aller aux toilettes. Parce que si tu tires la chasse d'eau, voilà. Je ris, c'était tragique à l'époque quand même.
Donc je ne tirais pas la chasse d'eau pour cette raison. Et il m'est arrivé une fois de sortir dehors pour aller acheter à manger. Et je vous jure que quand je suis revenu, elle avait même pas laissé un message. Parce que ça, c'était trop simple. Elle était passée chez moi. Elle avait laissé un mot sur la porte qui disait j'étais dans le coin, je suis passé, t'étais pas là, c'est pas grave, une prochaine fois. C'était pas grave, une prochaine fois. Il a 2 jambes coupées, tu as 2 jambes coupées, c'est pas grave, tu en retrouveras d'autres plus tard. Voilà, ce genre de truc. Pour elle, c'était pas grave. Alors que moi, j'avais attendu des mois et des mois. Elle était devenue une espèce de mythe. Et cette fille était venue pendant mon absence pile et avait mis ce mot sur la porte. Voilà. Donc je suis sorti comme un fou. Authentique, j'ai pas raconté ça dans Jean-Claude Taggart, donc tu trouveras rien là-dessus. J'ai fendu la foule, j'ai renversé des gens pour partir à sa rencontre en me disant mais où est-ce qu'elle a pu repartir? Et je me suis dit elle doit partir à la gare, c'est le style. Et je suis allé jusqu'à la gare, j'ai couru, j'ai été sur les quais, je suis rentré dans les wagons, je suis ressorti, j'étais dans le tramway, je suis ressorti du tramway et puis tous les trains sont partis, tous les tramways sont partis, il restait plus dans une gare vide que moi avec ma peine. Oh, c'est bien. Ouais. Quand je l'ai vu arriver, marchant 1 mètre au-dessus du sol, comme font les filles dans notre imaginaire, dans les films aussi. Et voilà. Et donc, je l'ai vu arriver, j'ai marché vers elle, et puis je suis passé à 1 mètre comme ça. Elle m'a dit ah, mais tiens, hey. Alors j'ai fait ah, oui, salut, tiens, comment tu vas? Ah, Isabelle, non? Je vous jure, j'ai fait ça, c'est nul. Et il m'a dit, bah, j'étais chez toi là, j'ai 5 petits mots. Je dis, ah oui, ah bon, bah écoute, excuse, j'étais pas là, je suis pas non plus tout le temps là. Hein. Si, j'étais tout le temps là. Ça, là, précisément, où elle a mis son petit mot. Elle m'a dit, bah écoute, c'est pas grave, une autre fois, là, je dois aller chez ma mère, tout ça. Ouais, une autre fois, salut, allez. Et là, j'ai pleuré en rentrant chez moi. Voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Pour vous dire que oui, j'ai raconté ces histoires-là, sauf celle-là, et que le simple fait de le raconter avec distance nous met à l'abri de l'émotion trop prenante et qui nous font vivre les choses de façon trop tragique. Donc ce personnage a été nourri de toutes ces expériences, notamment le tome 1, qui s'appelle Garde le moral, paradoxalement. Et j'ai donc gardé le moral grâce à la bande dessinée, grâce à ce personnage qui a endossé pour moi toutes les émotions et m'a permis de vivre un peu caché derrière. Et puis tu l'as chargé en plus, parce que les 3 premiers tomes, si je me rappelle bien, les 4 premiers, c'est vraiment l'archétype du loser, dragueur, qui s'en prend plein les dents et puis qui comprend pas les filles, qui comprend pas les femmes. Mais à partir de... Oui, ça a beaucoup changé, ça. Du 4, 5, 6, il y a quelque chose de plus touchant, tu arrives à lui donner vraiment un côté beaucoup plus attachant, et puis tu vas surtout créer sa jeunesse, tu remontes un peu dans qu'est-ce qu'il pouvait être comme petit garçon, qu'est-ce qu'il faut comme circonstance de la vie pour créer un Jean-Claude Taggart adulte. Et je trouve qu'il y a quelque chose de vachement intéressant, parce qu'on n'est plus juste dans le côté cruel ou raté. Il y a quelque chose de très touchant par rapport à ça, quoi. Oui, j'avais un peu fait le tour du personnage victime de sa névrose de solitude, de solitaire. Surtout que c'était un terrain quand même déjà beaucoup visité par beaucoup de choses, donc je ne voulais pas m'enfermer là-dedans. Donc je suis reparti dans le personnage à partir de l'âge de la découverte des premières émotions, avec l'idée que tiens, ça serait drôle que j'arrive à la fin à revenir à l'âge de son âge adulte, puis ensuite de continuer sa vie 40, 50, 60 ans. Et à l'arrivée, on aurait un personnage en toute son évolution de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge où il serait mort. J'aurais même fait mourir, ça serait drôle. Oui, ça se fait, tuer des personnages de Voilà. Et donc, mais j'ai un peu renoncé à ce volet-là. Mais en tout cas, je me suis intéressé à ce qui pouvait être une enfance de quelqu'un pour qui la vie est une espèce de mystère perpétuel, de savoir comment ça fonctionne. Parce que j'ai le souvenir, quand j'étais gamin, j'étais toujours en décalage surtout. Je ne comprenais pas grand-chose de ce qui se passait. Tout était toujours étrange. J'étais un peu à côté de la plaque tout le temps. J'ai l'impression qu'en plus, qu'on se moquait de moi, tout ça. Je me demande si on se moquait pas de moi d'ailleurs. Non, hein. Bon. Et je l'ai assez facilement mis en scène avec Jean-Claude Taggart, car lui-même a ce côté lunaire et absolument décalé en permanence. Et donc, effectivement, ça a créé un personnage qui est confronté au mystère de la femme, notamment, dans le tome 5, où c'était une vraie énigme. Moi, maintenant, je trouve que... Enfin, j'en sais rien. J'ai l'impression que les gamins de maintenant ont tellement d'outils, de connaissances, que c'est plus possible. Mais moi, je me rappelle que c'était que le catalogue de la Redoute. Et d'ailleurs, c'est super le catalogue de la Redoute, parce qu'il n'y a rien vraiment qu'on puisse voir. Et donc, je fouillais ce truc-là, je regardais,
je regardais les culottes, parce que des fois, je me disais, mais peut-être... Parle bien de ton personnage, là. Oui, mon personnage regardait les... J'ai fait coller. Merci. Je disais, peut-être on va peut-être voir un poil qui dépasse, que ça m'aurait rendu fou. C'est le côté interdit du truc qu'on découvre que personne n'a vu dans un catalogue d'Harwood, et moi j'aurais trouvé ce truc-là. Je l'ai pas trouvé, hein, c'est ça. Alors, à mon avis, il devait y avoir une armada de... Il y a un vérificateur en poil chez la spécialiste. Jean-Claude Tergal, c'est un personnage que tu vas porter très loin de la BD, et puis plus loin dans ta vie à toi. Donc là, à ma connaissance, je n'ai pas d'autres noms de dessinateurs qui se sont amusés à aller incarner leurs personnages de BD sur les planches de manière régulière, comme tu l'as fait. Donc l'espèce de spoil qu'a fait Yann en montrant l'extrait de spectacle, c'était un one-man show, puisque donc tu as eu envie de jouer Jean-Claude Tergal sur scène sous un one-man show. Et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait sortir de ton cadre d'auteur calbutien, bien confortable? Comment tu te retrouves dans cette histoire-là, quoi? C'est une erreur, je peux tout expliquer. Non, simplement, au départ, un acteur vient me voir et me dit « Ah, ça serait marrant qu'on fasse le personnage sur scène, ça fait des sketchs, tout ça, très bien, faisons-le. On travaille ensemble. » Non, c'est pas lui, ça c'est un autre qui l'a fait après. Ouais, t'es décalé tout le temps. Hein. Tout le temps. Et on travaille 6 mois là-dessus. À force de travailler avec lui, je connais le texte par cœur. Je me demande comment on peut faire... Oui, voilà, et en plus c'est pas très semblant. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il a repris le personnage ensuite, après moi. Mais c'était ce type-là, ouais. Un peu rond, peut-être que physiquement il était plus proche d'ailleurs que moi. Et puis au bout de 6 mois, il peut plus, il a plus envie de le faire, c'est compliqué, il a d'autres projets, tout ça, donc il laisse tomber. Et moi je me dis, on a travaillé ensemble depuis 6 mois, je connais le texte par cœur, et si je le faisais exactement comme ça. Finalement je me dis, qu'est-ce qu'il faut pour faire de la scène? Il faut savoir le texte par cœur, c'est tout. Ça suffit. Voilà. Et donc je m'empare du texte et puis j'essaie de faire ça d'abord devant des amis, je fais un petit sketch, et c'est assez lamentable. Ça marche bien, c'est important. Non, rien à voir. Je revois la vidéo qu'on a filmée de la soirée, c'est absolument raté ça. Je ne comprenais pas ce que c'était qu'être sur scène. Par exemple... T'as vu des expériences théâtrales, des trucs comme ça auparavant? Non, rien, non. Non, mais là j'avais encore rien fait, je l'ai montré à mes amis. Et donc je regarde et je vois un type absolument... épileptique, qui bouge tout le temps, qui son regard absolument pas fixe, un peu ce que je vous fais ce soir aussi d'ailleurs. J'avais oublié toutes les techniques de scène qui consistent effectivement à se poser et à être vraiment entier sur une scène et pas à gesticuler. Je parlais trop vite, comme je parle encore une fois trop vite. Bon, bref, lamentable. À partir de là, je me dis, bon, j'ai quand même essayé de le faire parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire, il y a un petit défi qui est rigolo à me lancer. Et j'ai fait des stages de clown, j'ai fait des stages de café-théâtre, et pendant 2-3 ans... Stage de clown, c'est quoi? Il voyage dans la nature avec un nez rouge et il faut faire rire les gens ou Non, un stage de clown, je peux te dire ce que c'est. T'es 15 stagiaires, là, comme ça, et tu étais sur la scène, et puis t'as un nez rouge, et puis la prof te dit la poule. Bien. Donc pendant un moment, tu fais la poule, c'est-à-dire que tu dois être la poule, tu picores un grain imaginaire, tu te rends absolument ridicule, mais il faut que tu suggères intérieurement, il faut que tu ailles voir ta poule intérieure. Voilà, donc j'ai fait des trucs lamentables aussi, mais c'était bien parce que ça nous fait abandonner toute dignité. Quand je sortais de là, j'étais lavé de tout orgueil. Quand tu as été à 4 pattes, en plus j'étais le plus vieux des stagiaires, les autres ils avaient 17, 18 ans, ou enfin plutôt 22, 23. Des poulets. Des poulets, ouais, j'étais le seul vieille poule, quoi. Et donc, c'est bien, ça me lave de tout sentiment de dignité, d'orgueil, tout ça. Bon. Donc ça m'a nettoyé de ça, ça m'a appris pas mal de choses sur l'improvisation, sur être sur scène, tout ça. Et surtout, ça m'a appris l'incarnation d'un personnage. C'est toute la difficulté de la prestation sur scène, c'est qu'on n'est pas en train de dire un texte et d'essayer de faire rire les gens. Ça, c'est nul, enfin, je veux dire, c'est pas intéressant. L'intéressant, c'est d'être le personnage vraiment profondément, et au bout d'un moment, les gens... sentent qu'il y a quelque chose qui existe, sinon c'est superficiel. Bon, je dis pas que j'ai réussi, sincèrement. Mais en tout cas, j'ai essayé, et puis au bout de 3 ans, j'avais un coach qui me faisait répéter à l'infini des trucs. Je comprenais pas, il me disait ouais, c'est pas encore bon, c'est pas ça et tout. Puis un jour, j'étais au point virgule et j'ai fait le spectacle complet. Il y avait 150 personnes qui étaient venues parce que voilà, on avait fait un peu de pub, et puis sur le nom
de l'auteur, c'était une curiosité, aller voir un type qui jouait son personnage. Et donc je lui ai fait le truc, c'était pas mal, mais il y avait dans la salle, il y avait mon ami Lionel ici, qui est lui-même un grand artiste, qui agonise dans la vie. Et ce soir-là, tu étais là, je crois. Parce qu'un jour, tu m'as dit, il voit dans le métro, un petit bout de papier collé dans le métro de Paris, un dessin, Jean-Claude Tagal sur scène, donc par moi et tout. Tu t'hallucines, tu te dis comment c'est possible, tout ça. Vous me connaissez comme dessinateur et tu viens voir le truc. Et tu me dis, c'est pas terrible. Les vrais amis sont francs. Non, c'était pas là encore, mais je pense que pour réussir son coup, il faut jouer et rejouer. Je pense qu'au bout d'un an, j'ai commencé à sentir ce que ça pouvait être que ce métier-là. Et voilà, donc je me suis arrivé par inconscience. Et je dois dire que je serais incapable de refaire ça. C'est trop. Oui, c'est pas une envie ça s'est enterré avec la fin du spectacle, c'est pas un truc que tu as envie de... ça me paraît totalement prétentieux d'aller sur une scène et de penser que pendant 1h30, tu peux faire rire des gens et que... D'avoir quelque chose d'assez exaltant quand même par rapport au métier de dessinateur où tu es enfermé chez toi, tu as une espèce de contact. Bah là, tu vois tout de suite si les blagues ne marchent pas. Ouais, j'ai l'habitude ici. Parce que comme c'était moi-même qui jouais, je pouvais changer régulièrement, donc j'arrivais sur scène, j'avais trouvé un super bon gag, le soir je le joue. Et alors, le type... ok. Et j'ai enchaîné très vite parce que le gag ne marchait pas du tout. Et l'avis du public était impitoyable. Parce qu'on ne peut pas faire semblant de rire. Ça fait rire ou ça fait pas rire, c'est tout. C'est la meilleure jauge de ce qu'on est, ce qui marche ou pas. Donc c'était un très très bon test. C'est quoi ton meilleur et ton pire souvenir par rapport à ce spectacle, quand tu l'as joué en tournée, quand tu l'as joué sur Paris? Ouais. Mon pire souvenir, c'est un soir où il y a eu un énorme malentendu, c'est-à-dire qu'il y avait des gens du sud-ouest qui viennent, comme ça arrive des fois à Paris, pour aller voir un spectacle dans un car et tout ça. Et ils avaient raté le spectacle qui était en face au Blanc Manteau. Crazy Horse. Ouais, ce genre-là. Et ils arrivent, ils cherchent dans la rue, ils sont une vingtaine, et ils demandent à la caissière, c'est rigolo? Alors, c'est rigolo, avec l'accent du Toulouse. Et ouais, alors évidemment, la caissière, elle saute sur l'affaire. Bien sûr, c'est super drôle, vous allez vous marrer. Oh putain, on y va et tout ça. Ils rentrent les 20 là-dedans. Oh, ça a été horrible, horrible. Parce que d'abord, ils commençaient à rire sur tout et n'importe quoi, mais entre eux. Ils se faisaient rire eux-mêmes. Et ils m'apostrophaient. Moi, je faisais mon truc, hey, mec, les Kong et tout ça. Ils me disaient des trucs qui étaient drôles dans leur culture du sud-ouest, peut-être. Et c'était impossible, je ne pouvais pas en sortir avec eux. C'était abominable. Ça, je suis propre, je connais ça aussi. Voilà. Et le meilleur alors le meilleur, c'est simplement qu'à chaque fois que ça marchait bien, il y avait un moment formidable dans le spectacle, c'est que je décidais, comme le personnage était un peu dépressif, mais il ne voulait pas le montrer, donc à un moment donné, il voulait montrer qu'il était finalement qu'il remontait la pente et il voulait faire une fête avec les gens. Donc je faisais la fête avec les gens. Bon, alors, comme j'avais un petit budget, c'est vrai, j'avais un petit budget, je faisais les fêtes avec des confettis, mais j'avais 17 confettis. Des fois, il y avait plus que 17 personnes dans la place, donc c'était difficile. Donc je prenais mes 17 confettis et j'allais distribuer un confetti tous les 10 personnes. Et à la fin, il y avait 17 personnes réparties dans les spectateurs qui avaient un confetti. Je remontais sur scène et à un moment donné, je leur demandais de lancer le confetti en l'air en disant « youpi ». Alors, c'était extraordinaire parce que le spectacle tout à coup était chez eux. Moi j'étais là, je disais bon là on y va, alors allez-y. Donc les gens jetaient leur confetti en l'air, ils faisaient youpi. C'est pas mal, c'est encore un peu trop gai parce que là c'est une fête mais pas non plus délire. Donc je m'aimerais à une fête un peu plus modérée. Ils ramassaient leur confetti et je demandais cette fois à toute la salle de me faire un youpi, mais un youpi plus conscient de la mort, un youpi existentiel, voilà. Donc j'avais devant moi à un moment donné, tous les soirs, j'avais, si c'était 100 personnes, ouais, c'était pas des grosses salles non plus, 150 personnes, qui lançaient leur confetti en l'air et qui faisaient tous en même temps youpi. C'était ma joie. Et moi j'étais face à eux et le spectacle se renversait à ce moment-là. Et à partir de là, il y avait une grande complicité qui naissait parce qu'on n'avait plus de barrière entre la scène, les gens, tout ça. Donc je circulais un peu. Bon, à un moment, toute la fin était assez interactive. Si ça vous amuse, sur mon site tranché.com, il y a tous les extraits, y compris cet extrait du confetti. Dans des petits... voilà.
Les publicités, ça m'apporte rien. Hein, Ça t'a appris des choses au niveau de la BD? T'as ramené des trucs de ça sur comment faire rire ou pas? Ou c'est vraiment trop étanche en fait les deux domaines? Non, ce que ça m'a appris, c'est que c'est très différent de faire rire en BD, de faire rire sur scène. Rien à voir. Il y a eu cette expérience de cinéma que j'ai faite aussi. On ne va pas s'apesantir trop sur moi. On va parler un peu de vous aussi. Oui, après, c'est quoi qui ton parlais. métier tout à l'heure, toi? Lui, Adonis, génial, chanteur. Adonis, c'est un type de chanteur? Ah oui, Raymond Calbut de Jean-Claude Targal de la chanson. oui. Ouais, on peut dire ça, mais en plus fort. Habillé avec une tenue blanche, tout ça, génial. Adonis sur Internet, allez, vous allez adorer. T'as vu? C'est pas un métier, c'est un nom. Ouais. Non, non, c'est... et ce dont je me suis aperçu, c'est que passer de la bande dessinée sur scène, puis essayer de le faire vivre dans un scénario de film, puis comme il m'est arrivé ensuite de le faire dans un livre écrit qui s'appelle Nous deux moins toi, en vente partout, 4,30 €. 4 euros, qu'est-ce que c'est? Voilà. C'est quatre façons de s'exprimer. Et c'est vrai que je n'ai pas fait exprès, mais à l'arrivée, ça fait une expérience assez unique de passer d'un genre à l'autre pour le même sujet. J'ai vraiment recyclé tout le temps les mêmes blagues en les adaptant à chaque fois, soit dans un texte, soit dans une BD, soit sur scène et un peu aussi sur le film. Donc il y a certaines blagues qui ont survécu aux quatre genres et qu'on retrouve dans les quatre trucs, racontés de manière différente. Bon, ceux qui ont vu les quatre trouvent que ça commence à faire un peu lourd. Ouais, ils sont très fans. Hein. Vraiment. Et bon, disons que je pense pas que les publics soient... Je pense que c'est assez étanche. Ouais. Je pense pas que ça circule. Alors, on a une très belle image de toi là, en réalisateur consciencieux, le regard porté vers le lointain, vers cet acteur au loin. Je savais qu'en photographie, alors je faisais le mec. Ouais. Il y a marqué Playtime sur le côté, en bas. Ouais. Donc tu es Jacques Tati. En fait. Voilà. Après le stand-up, enfin après le one-man show, tu pars vers le cinéma. C'est l'un qui a permis l'autre ou pas du tout? Ou c'est encore d'autres rencontres? Comment ça se passe pour amener Jean-Claude Targal au cinéma? C'est t'en avais marre? C'est mon actrice, elle est bien. Hein. Voilà. Alors ceux qui pensent qu'il faut coucher avec l'actrice quand on est réalisateur, eh ben ouais. Mais pas moi. Eh bien, ça s'est fait un peu par différentes choses. Il y avait un autre projet de livre à partir de Houpland, de film à partir de Houpland. D'accord. Et comme les producteurs qui étaient intéressés par... non, tu ne le trouveras pas. Si. Par cette idée, ils se sont dit, avant de faire ça, c'est bien que tu fasses un autre film, et je ne revenais pas. Ils m'ont proposé de faire un film, j'aurais dit, ouais, je veux bien, mais ça va me coûter combien? Et non, non seulement ça ne coûte pas, mais on est payé. Le mec qui veut payer, en plus, il pense qu'il va coucher. Donc voilà, j'ai eu cette expérience de film en plus, qui était très miraculeuse, et encore une fois, pour laquelle j'ai eu le sentiment d'être un imposteur, parce que sincèrement, j'avais jamais filmé quoi que ce soit, même pas mon fils avec un caméscope, rien, j'avais même pas fait un court-métrage, voilà. Mais il se trouve qu'au cinéma, c'est le poste du réalisateur est le plus facile. C'est celui à qui on ne demande rien, finalement. Parce que les acteurs jouent. Si tu dis rien, ils jouent. Hein. Ça a été ça, ta ligne de direction, le mutisme. Faites des trucs. Faites la scène. Mais on le fait comment? Ah non, non, la c'est scène. un réalisateur exigeant. Il faut juste faire ça, et avec l'air, effectivement, de savoir ce que tu fais. Ouais. J'ai découvert ça sur un plateau cinéma. Il faut toujours avoir l'air de type qui sait ce qu'il fait. Ouais. Sinon, ça va pas. Même si tu sais pas du tout, ce qui était mon cas la plupart du temps. Qu'est-ce que c'est ça? Là, tu dérapes complètement. Yann, qu'est-ce que Je crois qu'il est devenu fou. Bon, on va te laisser. regarde Tu après. cherches le son, tu cherches, ouais. Non, il faut vraiment sur un plateau toujours donner le sentiment à tout le monde que tu sais exactement ce qu'on va faire, même et surtout si tu ne sais pas. Et à l'endroit où tu es, on ne te demande aucune compétence. On ne te demande pas de connaître les focales, on ne te demande pas de connaître l'éclairage, ni... L'actrice, quand même. Oui, on te demande de la connaître, mais c'est tout. Ouais. Ouais, j'ai vu des films à elle, ouais. J'aime bien d'ailleurs, et je lui ai demandé un autographe. Oui, j'ai adoré. Et on ne te demande pas de rien, on te demande simplement de valider tout. Tu valides. Tu es là, oui, ça oui, ça non. Ça oui, ça non. C'est génial. C'est le poste le moins exposé qui soit, paradoxalement. À un moment donné, tu es exposé quand même. Hein. Quand tu fais une grosse dope le film, là, on se rend compte que ça. Mais tant que on ne sait pas ce que tu vaux comme réalisateur, on pense que tu es Orson Welles. C'est l'endroit où tu es. Yann, c'est on essaie de faire une conférence. Si tu veux bien arrêter.
Ça fait un peu timide. Non, mais si, Oui, toi, tu attends un nom et tu vas rechercher 10 minutes. Là, Tu fais quelque chose en rapport avec le nom et tu le mets. J'ai compris un peu comment tu fonctionnes. Donc toujours à contre-temps. C'est ta devise. Tu es dans le futur là. C'est un trailer pour un projet de dessin animé d'après Outland, une bande dessinée que j'ai faite qui raconte la dictature des Pères Noël. Mais il n'y a pas de film, hein, c'est juste le trailer. C'était la bande-annonce pour convaincre les distributeurs, les financiers. Donc ça c'est le projet avant Jean-Claude Tergal ou c'est un projet actuel en Non, ce ce moment? projet était avant Jean-Claude le film et puis il est revenu à la surface sous forme d'animation. Enfin, tout D'accord. ça est toujours très étrange. C'est le cinéma, Coco. Non, mais moi je Patient. maîtrise rien du tout, attention, hein, vraiment, ça se fait comme ça, puis ça revient à la surface, je comprends même pas. Oui, il répond. Hein. Je sais pas comment on arrête ce truc. Oui, non, mais réponds, là. Isabelle Génial. Et ma chérie, tu regrettes? C'est trop tard. Voilà. J'en ai trouvé une mieux depuis. C'est quoi, c'est les extraits de Jean-Claude Tergal? Tu m'as demandé. C'est la bande-annonce. Tu m'as demandé de Vas-y, chercher. vas-y, mets la bande-annonce. Bah, Donc c'était avant que Clotilde Corot soit princesse du monde. Là, tu sais ce que tu veux. T'hésites pas. À la fille, tu lui dis directement j'ai envie de toi. Tu verras, de nos jours, ça passe mieux. J'ai envie de toi. Tu commandes pour elle, sans la forcer, en douceur. Moi, je vais prendre une autre côte, marchons dedans. Et moi, je vais prendre la moule. Merci, c'est parfait. Maintenant, tu peux toujours tenter une petite blague. La femme aime rien. Écoutez, garçon, je vais pas prendre de moule parce qu'avec la dame, là, ça ferait 2 fois le même soir. C'est une question de goût, je discute pas. Les fruits de mer, on aime ou on n'aime pas. Pour la petite moule, on annule. C'est chiant, ça. c'est ton trailer. Hein. Je suis désolé. Ça, monsieur Urbain avant, vous m'avez catalogué, ça y est, je sais plus. Alors, tu m'avais demandé de choisir un extrait précis. Ah oui, oui, mais finalement, on a vu un peu déjà. Bah, je me suis fait chier à le trouver quand même. Ah, bon, d'accord. Comme tu veux. Tu veux qu'on attende putain pour le mettre ou on le fait dans le timing? Ouais. Si vous voulez, on met un petit extrait du film, ça va nous reposer un peu. On fait sortir les plus jeunes, c'est ça? Non, c'est précisément le... Non, Tu l'as trouvé, le 35e minute hein? Vas-y, 35, tu l'as trouvé? Je suis correct. Le regretté Darry Cole. C'est juste un peu. Non, 35 tout petit peu. Jean-Michel Kangourou. À 0. C'est avant. Dans la vie, il y a des moments... Non, c'est après. Après, tu m'as dit 35. Non, 35. Ah d'accord, je laisse ça. Laisse-la. Donc voilà, Jean-Claude va au restaurant, il a rendez-vous avec son coach en drague, qui est Richard Berry. Vous allez avoir droit à la même blague encore, je suis désolé. Hein. C'est quoi cette invitation mystérieuse? Jean-Claude, je crois qu'il faut tout reprendre à 0. À 0? Oui. Je veux voir à nouveau, Jean-Claude. Là, tu touches le fond de la piscine, mon gars. Alors maintenant, faut pousser des talons et remonter. Heureusement, t'as un maître nageur. Un maître nageur, ouais. Bon, tu m'expliques, parce qu'on va pas passer la soirée ici tous les deux, c'est grotesque. Moi, tu crois que ça me fait plaisir de dîner aux chandelles entre couilles, alors que j'ai un arrivage de créatures chez moi qui gratte à la porte? Bon. Où t'en es avec Agnès? Alors, mec. Eh oui. On est vite remplacé. Je le connais, comment il s'appelle? Jean-Michel Kangourou. Je connais pas. On oublie. Alors maintenant, on travaille sur la prochaine. La prochaine? Ben oui, la prochaine. Tu verras. Tu sauras tout de suite que c'est la prochaine. Elle est en route vers toi, mon vieux. Mais t'es pas prêt. Alors on va faire un petit cours de rattrapage. Très bien. Allez-y, maître. Maître nageur. J'écoute. Bien. Je veux voir comment tu vas t'en sortir au restaurant avec elle. Alors vas-y. Appelle le garçon.
Quoi, c'est tout? Garçon? Garçon? Garçon, est-ce qu'on... Il va revenir. Et voilà comment on perd l'affaire. Les femmes le sentent tout de suite, ça. Le gars transparent qui n'arrive même pas à capter l'attention du serveur, c'est du suicide, mon pauvre chéri. Non. Un geste sûr, précis. Tu doutes pas de toi. Montre ta force intérieure. Quand tu te sens bien rassemblé sur toi-même, d'une voix posée, claire et ferme. Garçon. Oui, tout de suite, monsieur. Bon, là, tu sais ce que tu veux. T'hésites pas. À ce moment, rien d'autre n'a d'importance qu'elle. Tu vois même pas le serveur. Tu Non. Tu la maintiens sur ton gars. Tu commandes pour elle, sans la forcer, en douceur. Elle est en ton pouvoir. 2 entrecôtes marchands de vin, s'il vous plaît. Saignante, tu la possèdes déjà. Maintenant, tu peux toujours tenter une petite blague. La femme aime rien. Moi, par exemple, je dis souvent écoutez, garçon, je vais pas prendre de moule parce qu'avec la dame, là, ça ferait 2 fois le même soir. Pas ça, Louis, c'est monstrueux. C'est vrai. Là, c'est une question de goût, je discute pas. Les fruits de mer, on aime ou on n'aime pas. Bon, alors maintenant. C'est bien. Le grand bonheur du cinéma, c'est ça, c'est ces 2 acteurs qui vont incarner le texte qu'on a fait, qui est a priori tout simple, et qui vont lui donner cette dimension-là avec vraiment Richard Berry dans cette situation. Il est totalement imprégné par les personnages, et je suis très content de l'avoir choisi et qu'il ait accepté, parce que il pourrait s'apprêter une totale vulgarité, ses répliques, tout ça, mais il le fait avec une telle naïveté, encore une fois. On sent un type qui croit, qui est entièrement dans son rôle, et donc on ne peut pas le soupçonner d'être un gros vulgaire, même si on aurait toutes les raisons de le faire. Voilà, donc parmi les grands bonheurs du film, c'est ça. Si ça vous aimez le film, vous aimez, je l'ai posté sur Internet pour pas longtemps. On le trouve sur mon site, tranché.com, le film, et il est disponible sur YouTube, mais avec le lien, il est dans mon site. Le film. Oui, sinon ça se trouve pas facilement les films sur internet. Non, je l'ai téléchargé sur ton site. Ah oui. Ouais. Ah, on peut. Bah ouais. J'ai encore plein de questions à te poser. La soirée avance, malgré tout. On parle juste un petit peu rapidement de l'actualité, des dernières choses, avant peut-être de proposer à plusieurs personnes s'il y a des questions. En ce début d'année 2016, donc il y a 2 livres. Il y a une bande dessinée, L'homme qui ne disait jamais non, avec Olivier Balèze au dessin. Et puis il y a un petit traité, un petit essai qui s'appelle... Où sont dans mes notes? Peut-être qu'il est là. Bien sûr, l'univers à peu près petit imprécis de culture approximative. Donc là, c'est encore une fois de plus ta diversité, des livres avec des images, des livres sans images. Tu nous en parles un petit peu? Rapidement. Juste sur le livre qui vient de sortir, qui s'appelle L'homme qui ne disait jamais non, qui est une bande dessinée... C'est pas celui-là. Évidemment, trop facile. N'a rien à voir. Qui est dessiné par Olivier Balèze, j'adore ce dessin d'Olivier, et qui se passe à Lyon. Je suis arrivé à Lyon et je me suis dit, c'est dommage de ne pas utiliser ce décor qui est vraiment formidable, avec ces collines, ce fleuve, tout ça. J'adorais ça. Donc il l'a fait en situation. Et c'est une histoire d'amnésie. Alors on se dit, oh là là, l'histoire d'amnésie qu'on a vu ça 1000 fois, c'est pas possible. Bon, j'espère qu'on a trouvé un moyen de revisiter le thème et de le transpercer autrement. Par le côté, comment dire, contourner, pardon. Et juste une anecdote, c'est que le principe du livre, c'est que le personnage effectivement est victime d'une amnésie et il veut aller à l'hôpital, se faire soigner de ça, et il est avec une fille qu'il a rencontrée qui lui dit mais non, ça c'est idiot. D'abord on ne sait pas ce que c'est que la mémoire, ça revient pas comme ça, on va vous mettre sous camisole chimique avec des médicaments et ça n'avancera pas. En revanche, ce qui serait intéressant, c'est de profiter de cet état dans lequel vous êtes, qui vous permet d'avoir
à un moment donné, il se tutoie d'ailleurs, qui te permet de savoir exactement les vrais sentiments qu'on a pour les gens, la vraie perception qu'on a de son propre métier, vie, relation, parce qu'on est vierge de tout. Imaginez que vous n'avez pas plus de mémoire. Là, vous êtes par exemple, toi, tu es assis à côté de ta fiancée. Imagine que tu perds la mémoire. Là, tu vas savoir si tu l'aimes ou pas. Mais à mon avis, c'est plutôt l'inverse qui poserait problème. En tout cas, ça donne une vérité par le fait qu'on est vierge de toute compromission, de tout arrangement avec soi-même. Bon, c'est le but du jeu. Donc ce personnage se trimballe dans Lyon et il ne sait pas où il va. On l'appelle, il va où on lui dit d'aller. Et à un moment donné, on l'appelle pour aller dans un endroit qui semble être son travail. Et il y a un type qui lui dit « Ah bah t'es là, qu'est-ce que tu foutais? Ça fait un mois qu'on t'a pas vu, mais viens ici. » Et il l'amène dans une salle comme celle-ci. Et alors le type va s'asseoir et lui dit bah, « Donc qu'est-ce que tu fais ?» Donc il le reprend. Et en fait, il comprend qu'il est avec ce type et il doit faire une présentation PowerPoint d'un projet qu'ils ont, il ne sait pas de quoi encore trop, de revue du troisième âge, je ne sais pas quoi. Et lui, il ne sait absolument pas où ils en sont de ce travail. Et l'autre lui dit bon, le travail a été effectué par Étienne, qui va maintenant nous dire quel est le titre qu'on a choisi pour cette revue. Il n'en sait absolument rien, donc il essaie de se sortir d'affaires comme ça. Je vous cite ce passage, c'est parce que je suis allé à Quai du Polar dimanche, et j'arrive à Quai du Polar, donc je dois dédicacer à 16h, il se trouve que je suis un peu en avance à 15h30, donc je vais à 15h30, et j'arrive sur le stand, on me dit mais qu'est-ce que tu fous là, tu as une conférence là, tu dois donner une conférence à la salle machin, en haut, je sais pas quoi. Ah donc je file à la salle de la conférence, je rentre, je force la porte qui est fermée, et je vois une salle complète comme ça, et je vois des gens sur une estrade avec des noms, et puis je vois mon nom avec personne derrière la chaise. En même temps, s'il y avait eu quelqu'un, ça m'aurait posé un autre problème. J'y vais discrètement, je m'assois et voilà, excusez-moi, tout ça. Et je ne sais pas qui est à côté de moi, et je ne sais pas quel est le sujet de cette conférence. Et à ce moment-là, je me dis, mais c'est pas possible, on est en train de me faire le coup de mon scénario, c'est génial. Donc j'ai adoré ça. Autocanular, on appelle ça. Je suis fan autocanular. Donc j'ai attendu un tout petit peu de quoi il parlait, ouais, le polar, machin. Je ne savais pas qui était à ma gauche. Il parle, qui parle beaucoup, heureusement. Et puis je commence à comprendre, ah oui, c'est un scénariste de BD, ouais, je vois qui. Les deux mecs à côté, c'est ceux qui ont fait un livre qui se passe les deux qui ont été au Quai des Orfèvres. Au Quai des Orfèvres, suivent des brigades. Non, pas Blin. C'était sur l'amnésie. Non, ça c'était dans l'amnésie. Ah oui, l'amnésie, d'accord. Oui, c'était je me rappelle plutôt bien pour l'amnésie. Oui, qui sont les suivre. Donc je commence à comprendre qui ils sont et de quoi ils parlent. Donc quand ça a été mon tour de parler, ça va, je m'en suis sorti. Je n'étais pas aussi largué que mon personnage. Mais pendant ce laps de temps où je me suis retrouvé dans la peau du personnage, j'ai adoré ça. Espèce de flottement. Oui, parce que dans ces cas-là, on joue, c'est un vrai jeu. Moins dangereux que pour mon personnage. Voilà, pour vous, si jamais vous avez l'occasion de voir ce livre. C'est pas celui-là. Non. Voilà. Le running gag. Je suis désolé, je présentais les livres. On ne va pas regarder lui. C'est Robert pas là, quoi. Et je termine juste avec l'univers cette petite bouteille. Je dis ça juste parce que j'ai fait aussi un livre qui vient de sortir il y a 15 jours et c'est super dur. Moi, je laisse. Autant la BD c'est dur, mais on peut avoir un temps d'exposition et une chance de s'en sortir quand les gens connaissent l'auteur et voilà. Autant là j'ai sorti un livre d'humour qui s'appelle L'univers à peu près, petit imprécis de culture approximative. Et bon voilà, je me suis amusé à prendre les thèmes les plus ahurissants et à essayer de voir ce qu'on pouvait en faire en texte court, comme si c'était une encyclopédie un peu imbécile, une encyclopédie imbécile, mais racontée avec beaucoup de conviction et comme si c'était des théories. Bien sûr, j'aurais dû m'en retourner. C'est bien, c'est que quand je parle, comme on regarde ça, tout est mélangé, donc rien va rester de ce qu'on a dit. Rien. C'est pas grave, tout ça ne viendra pas. Mesdames, Jean-Claude Tronchet. Bon, voilà, en tout cas, si jamais vous avez l'occasion d'ouvrir ce livre, c'est parce qu'il sera difficile à communiquer sur des textes sur pourquoi les dinosaures ont disparu, j'ai mon explication. Bien sûr. Pourquoi les testicules? Eh oui. Non, pourquoi ils sont à l'extérieur du corps? Franchement, quelle connerie, c'est une erreur, lamentablement. Donc j'explique pourquoi. Je fais aussi des propositions. Vous allez trouver que j'ai des thèmes obsessionnels, mais parce qu'il y a d'autres choses qui sont moins, Sur les chars, moins sexuelles. canon. Non, sur tout et sur rien, sur les tongs,
sur le tombeau du Christ. Ah oui, c'est très spécialisé. j'ai trouvé dans le tombeau du Christ, où il était placé à la supérette casino du Chambon-sur-Lignon, au Parc des Surgelés. Et je vous démontre pourquoi, et je vous mets au défi de me dire que c'est faux. Donc, pourquoi les testicules à l'extérieur, je peux dire aussi pourquoi. J'ai aussi quelques suggestions sur le corps féminin, si vous me permettez. C'est-à-dire, j'aime bien le corps féminin, c'est pas ça. Hein. C'est super. Il n'y a pas de... Juste un truc qui décolle, selon moi, une petite... pécadille, quoi. Il ne m'appartient pas de juger. Notre Seigneur, dans son élan créateur, a cru bon de mettre le sexe féminin formidable à côté de l'anus, sans déconner. Faute de goût. Donc, j'ai réfléchi. J'ai dit, comment on pourrait faire autrement? Certes, il est un peu tard. Mais bon, écoute, voilà, le but je suis libre dans ce livre de tout réenvisager, donc je me suis lancé dans une hypothèse où on pourrait mettre le sexe féminin sous les bras, sans déconner. Vous avez vu qu'il y a un peu de poil sous les bras aussi. Et qu'est-ce qui se passerait si on choisissait les 2 mettre sous les bras? Il y en aurait 2. On est d'accord? Génial. Et alors, si on fait tout en symétrie, du coup, oui, il faut des slips d'épaule. On peut trouver. Des soutiens chat. Oui, parce que les seins ne marchent par 2, pourquoi pas les sexes féminins? Ce qui fait que si on raisonne par symétrie, notre Seigneur a tout fait en symétrie, vous avez remarqué ça, hein, sauf les testicules, il y en a deux, mais pas de taille identique. Ça, j'explique aussi. Teasing, hein, teasing. Dans ces cas-là, pourquoi pas 2 sexes masculins chez nous, sous les bras, sous les aisselles? Pour pisser, ça serait pratique. Mais non, on pisse pas avec, parce qu'on garderait tout ce qui est défécatoire sous l'aine. D'accord. Voilà. Et ça serait vachement mieux. Voilà. Ce qui fait que pour les moins jeunes d'entre nous, c'est 2 coups assurés. C'est n'importe quoi cette conférence. Ça dérape un peu. Pas tant que ça. Je pense que j'ai argumenté d'un point de vue scientifique cette hypothèse. Et si notre Seigneur veut bien m'entendre, je pense qu'il s'est rendu compte de sa connerie. Il s'est dit, mais attends, mais il a raison l'autre là. Et si je mettais ça et qu'une génération spontanée plus tard, vous voyez arriver des filles avec le sexe féminin formidable sous les bras, on en aurait donc 2 à contenter, mais on aurait aussi nous 2. Sexe masculin, et ben ça change. Oui, il y a un tas d'habitudes nouvelles à prendre. Par exemple, ouais. Non. Tu peux plus faire la hola dans les stades. Pas du plus de hola dans les stades. Quand il franchit la ligne en vainqueur en cycliste, ouais, non plus. Le masturbe. Fini les débardeurs. Fini les Marcel. Ouais. Non. Tout est réinventé. Et voilà. C'est quelques propositions que j'ai faites. Okay. Et si franchement vous n'allez pas chercher ce bouquin demain matin à la première heure à la FNAC où il coûte à peine 13,90 €, je comprends pas. Je compte sur vous parce que franchement c'est dur. Hein. C'est ce livre. Voilà. Merci. Avant d'aller se jeter sur le buffet qui a été concocté par les membres de l'épicerie séquentielle, Servan, Hugo, Olivier, comme d'habitude, et qui ont fait des choses croustillantes à base de sablé, je crois, il y a des menus. Je ferai une présentation. Je ferai une présentation là-bas. Est-ce que, donc avant de se jeter sur... À la fin, je ferai une présentation. Ok. Avant de se jeter sur ce buffet, est-ce que quelqu'une a envie de poser des questions, des précisions sur certains éléments de cette conférence? Sur les sexes, ils sont sous les bras. Ouais. Un exhibitionniste. Non, vous avez... Oui. J'aimerais bien entendre un peu plus parler du fils du Yeti, parce que c'est un livre qui m'a beaucoup touché. Je suis frustrée qu'on l'ait passé aussi vite derrière. On est d'accord. Tout est passé trop vite, tout ça. C'est passé comme un rêve pour moi. On est déjà demain, peut-être. Fils du Yeti, c'est un peu un pas de côté dans l'œuvre. C'est bien faire des majuscules à l'œuvre impérissable, qui consistait à la fois être sur cette ligne du personnage de l'héritier de Jean-Claude Tergal, parce que le point de départ est le même, sauf que j'ai abordé d'autres éléments plus vécus, plus personnels, qui sont son rapport avec le père disparu, puisque le personnage a... Alors là, mais je vais plomber le truc, là, plomber la soirée. On était gays, on était joyeux ensemble, mais je vais dire, donc mon père, qui je n'ai pas connu... Bravo, merci. Hein. Et qui a disparu quand j'avais 3 ans. Et donc, ce personnage aussi, j'ai essayé de retrouver à travers des photos, d'albums photos, ce rapport étrange que j'avais avec lui, comme s'il était un fantôme que
je convoquais et qui, à travers le livre, le fils du Yéti, le père devient finalement le Yéti pour une raison que je ne développe pas, qui a un lien évidemment avec Tintin au Tibet, et cette dernière image de Tintin au Tibet où on le voit, le Yéti voir, et on le voit regarder Tintin repartir avec le Chang, et rester, alors que c'est lui qui a quand même sauvé Chang, et le Yéti reste abandonné finalement. Et je me suis dit, d'une certaine façon, à chaque fois j'étais très touché par cette image quand j'étais enfant de Tintin. Je me disais, mais pourquoi je suis aussi touché par ce personnage du Yéti? Parce que moi, j'avais pas du tout envie de retourner avec les autres, je voulais rester avec le Yéti. Je le trouvais sympa, il avait fait preuve d'humanité, il avait sauvé le Chang. Et à un bout d'un moment, je me suis dit, est-ce que ce serait pas une espèce de métaphore du père qui resterait hors la vie dans sa montagne, tandis que son fils continue à vivre avec d'autres et s'éloigne, et lui il reste là. Donc je voulais rester avec lui. Oh là là, c'est vraiment gros pathos, hein, pardon. Hein. Et je me suis dit, donc si mon père est le Yéti, bah moi je suis le fils du Yéti alors. Et voilà, d'où l'origine du titre. En même temps, le Yéti est C'est un beau résumé, je trouve, en fait, de ce que tu fais, quoi. On a parlé de chat sous les bras, et on termine avec le truc hyper émouvant. Et c'est vraiment cette espèce de... La thématique, c'était le poil, on a remarqué. Oui. Le Yéti. Non, mais c'est assez représentatif, finalement, de toute la palette par laquelle tu passes dans tes différents bouquins, quoi. Donc, ouais. Merci. Une autre question? Isabelle, c'est trop tard. Elle essaie d'appeler par les numéros des gens qui sont dans la salle pour essayer de revenir vers moi, mais c'est fini. Bon, passe à moi quand même. Ouais, si vous avez des questions ou si vous en avez marre, parce qu'on a beaucoup parlé très vite. Oh, merci. Question de fille. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des grosses périodes creuses sans dessin, ou de tout abandonner pendant assez longtemps, pendant 6 mois, 9 mois? Je sens à travers cette question que tu parles un peu de toi, non? Lève un peu les bras. Ouais, c'est ça, j'ai vu. Tu es seul. Tu vis seul. Oui, ça m'est arrivé. Et... Oh, tu peux bien aller rechercher si il est parti. Ramène-le, s'il te plaît. Ramène-le, bah, vraiment. Hein. Hey, c'est pas fini. J'ai fait ça une fois dans un spectacle qui était un peu, pardon, cette parenthèse, mais à Bruxelles, j'avais un micro à la chaîne comme ça pour la scène, comme ça. Et il y a deux types qui sont partis tout au bout de la scène, de la salle, et qui sont partis dans le couloir. J'ai couru après eux, et je les ai rattrapés pour les supplier de revenir, leur dire, vous comprenez, si vous partez, il y a encore des choses super drôles, vous allez adorer. Enfin, j'ai fait le type qui... Mais le micro à chef diffusait tout dans la salle. Les gens ne le savaient pas, mais on a fait un petit sketch improvisé avec les deux qui pensaient être hors de portée. Et le sketch était divisé dans la salle. Voilà, un petit moment rigolo. Oui, ça m'est arrivé pendant au moins presque des années où j'étais à Quito, où j'ai voyagé donc en Amérique du Sud avec ma famille. Ma fiancée est formidable, elle est merveilleuse, elle est super. Non, non mais c'est pas vrai. Notre enfant, formidable, et notre chat. Et bien aussi. Et mais moins que vraiment embarquer le chat Oui. Et donc pendant 1 an, on est resté 3 ans là-bas. J'ai vraiment lâché un peu avec tout ça parce que j'avais plus la même pression d'avoir à dessiner. Et ça a été extrêmement bénéfique. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut vraiment passer par ces phases de ressourcement, comme on dit dans les trucs de développement personnel, de jachère, on pourrait dire. C'est-à-dire il ne faut pas cultiver tout le temps le truc, sinon on patine, on revient toujours à refaire la même chose. Il faut laisser pousser ce qui va venir, peut-être c'est une autre chose, peut-être une autre plante. Et de fait, ce qui m'est arrivé après mon séjour sud-américain, c'est que j'ai plus fait les mêmes histoires. J'ai fait des histoires qui racontaient d'ailleurs ce séjour là, à Quito, là-bas, et puis le fils du Yéti, donc des choses plus personnelles où je me montrais un peu plus, même si j'aime pas trop que prendre les gens en otage de nos propres histoires personnelles. Je pense qu'il faut toujours avoir la politesse dans les histoires même sincères, que ce soit un peu drôle et distancié, en tout cas pour pas raconter à la première personne des sujets graves, quoi. Il faut vraiment toujours avoir ce respect du lecteur, de ne pas lui dire « regarde comme je suis malheureux, regarde comme tout est dur pour moi ». Jamais, j'espère avoir fait ça. Mais en tout cas, je suis revenu avec cette envie de raconter des histoires plus proches de moi. Pour te dire que c'est pas forcément une mauvaise idée de t'arrêter, donc si tu veux t'arrêter... Il faut partir à l'étranger, si tu peux les vivre. Ça aide parce que ça coupe de tout, coupe des gens, coupe des peines d'amour que tu as peut-être eues. Tu veux peut-être même en parler. Je suis un spécialiste, hein, je peux te dire tout ce qu'il ne faut pas faire.
Isabelle est revenue après cet épisode où vous lui avez couru après? Super question. Tu sais que je t'aime bien, toi. C'est la seule chose dont je voulais qu'on parle aujourd'hui, c'est Isabelle. Isabelle, je sais que tu m'écoutes. J'ai fait des trucs lamentables pour elle. Donc, quand je savais qu'elle a changé de ville, elle habitait à Amiens. J'ai accepté un spectacle à Amiens de Jean-Claude Targal, qui était quand même son histoire, dans un truc terrible, peu pitoyable. C'était vraiment uniquement dans l'espoir qu'elle viendrait, et puis qu'elle viendrait à la fin du spectacle, quelqu'un me dirait « Mais je savais pas que c'était ça, pourquoi ? Excuse-moi, tout ça. » Entre le moment où tu fais Jean-Claude Targal, c'est quoi? C'est 90? Ah ouais, les spectacles, c'est c'est 2002, il y a oui, plus de temps, mais quoi. c'était là-bas. Non, je voulais juste qu'elle vienne s'excuser, tu vois. Je voulais juste lui dire exactement ce que j'ai dit 3 à 4 fois aujourd'hui. C'est trop tard, tu comprends? Maintenant, je vis avec une femme merveilleuse, bien plus belle que toi. J'ai un fils merveilleux, j'ai un chat, bon ça moins bien, mais... Et on fait des voyages super, voilà. Non, je pense que... Non, mais c'est drôle à dire, mais je pense qu'inconsciemment, tous les types et les filles qui ont été larguées, on a ce fantasme de cette personne qui est partie, qui viendrait dire qu'elle regrette, je suis sûr de ça. Donc moi, j'avais ce fantasme, je pense. Et est-ce qu'elle est revenue non. On peut chercher, mais... je m'en fous maintenant. Elle est venue au spectacle, tu peux quand même le dire. Ah oui, elle est venue au spectacle? Non, elle n'est pas venue au spectacle, elle est venue... Alors, au spectacle, non. Elle est venue quand je suis venu, parce que j'ai vraiment remis le truc. Quand le film est sorti, il y a eu une espèce de promotion, et le type m'a dit, il y a plusieurs villes à choisir, Strasbourg, Marseille... Amiens. New York, Bangkok ou Amiens. Je dis, je sais pas, peut-être Amiens. Il n'avait aucun intérêt. Tu vois, on a fait 3 heures de bagnole pour aller à Amiens, là, de nuit, avec le type, le représentant de chez Pathé, qui me parlait dans la voiture et qui avait mauvaise haleine. Uniquement pour... On sent le pâté. C'est bien, non, j'aime bien. Tu viens de sauver ta soirée. Là, on ne peut pas juger des gens comme ça, il a l'air un peu couillon. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Et donc je suis allé à cette projection de presse et je lui avais envoyé une invitation, évidemment, tu parles. Et donc j'ai fait la présentation comme ici du film, avant le film. Donc ce film, ceci, cela, très sérieux, un peu... Je me la pétais un peu, je faisais le mec, le grand réalisateur, tout ça. Elle était potentiellement dans la salle. Et quand ma vue s'est habituée à la salle, au noir, et j'ai vu, et ben non, elle était là. Oh. Ouais. Et elle était mieux que son fils. Moins bien. Dans mon esprit, elle n'avait jamais trouvé mieux, elle avait rencontré personne, et elle se morfondait, et elle ne savait pas comment renouer les liens. Et de toute façon, c'était trop tard, je ne sais pas si vous l'avez dit. Mais elle était avec son fils, donc ça, c'est pas grosse faute de goût. Alors j'ai calculé, voilà, j'ai calculé. Et bah écoute, il était de moi à 5 années près. À moins d'un spermatozoïde particulièrement résistant. Et je ne l'exclus pas tout à fait. Il pourrait être de moi. Donc voilà, elle est dans la salle et elle regardait le film et tout. Et quand la lumière s'est rallumée pour le débat, elle s'est levée, elle est partie avec son fils. Voilà. Fin d'anecdote. Je suis désolé, j'ai pas une chute super drôle. Hein. Et moi-même, à ce moment précis de la soirée, tout a perdu à son intérêt. J'étais avec des gens d'Amiens, franchement, qui me posaient des questions sans intérêt. Et je soupirais à chaque fois qu'il y avait une question. Voilà, ça, parce qu'elle était partie. Voilà. Mais cela dit, je m'en fous. Hein. Vous avez une question de son fils, donc, qui a grandi depuis. C'est toi? Mon fils. Ma bataille. Ah ok, d'accord. Il est venu pour... Non, justement. Non. On n'a pas parlé du philosophe. Et ça, pour moi, c'est une des pierres angulaires de la pensée contemporaine. Le traité de... Je t'avais donné 15 €, mais je pensais pas que tu allais donner un poil trop. Merci. Ah, tu veux dire du vélosophe. Oui. Ah, merci. Oh, bon. Tu fais du vélo, ça me gêne. Tu fais du vélo aussi. Non, mais c'est parce que j'ai fait un petit livre qui s'appelle Petit traité de philosophie. D'ailleurs, nous avons eu... Ah, mais oui, tu es venu avec un camarade de Vélo Station. Je vous recommande cet endroit. Un magasin de vélo formidable à Lyon, qui est juste la Vélo Station, qui est Pierre-Cise. Si vous avez une crevaison, il est fait gratuitement. Ah non, tu l'as fait gratuitement que pour moi, peut-être.
Mais bon, j'ai fait un petit livre qui s'appelle Petit traité de philosophie parce que quand j'étais à Paris, j'avais découvert le moyen de voir, comprendre cette ville à vélo, et ça m'avait fait découvrir une façon de circuler dans la ville qui n'a rien à voir avec tout autre moyen de locomotion. Et j'avais envie de le partager avec tous les gens qui font du vélo, et voilà, j'ai fait ce petit livre. Et voilà. C'était avant les vélos, les Vélib. Oui, c'était dans les années 2000, les Vélib n'existaient pas, et c'était les années sauvages où il fallait survivre à Paris dans des conditions extrêmes. On était un peu des pionniers, des conquérants. Hein, voilà. D'autres amis dissimulés qui veulent faire du marketing et de la publicité. C'est dégueulasse. D'ailleurs, juste une précision, l'idée du vélo apparaît là-dedans. On est en 2000, donc avant que ce soit lancé à Lyon. Et elle est texto développée, des vélos avec des cartes magnétiques. Ah oui. Enfin, c'est admirable. T'es con, tu t'es fait piquer. Ah oui, Alors, tu t'es fait baiser. Mais je pense que ça n'existe pas avant le vélo à Lyon, c'est quand même. C'est 2005, ce vélo, 2006. Ah ouais. Rien avant. C'est le premier. Oui, c'est le premier à Lyon. Ouais, c'est ça. On peut bien dire ça à Lyon. D'accord, bah Lyon, ok, capitale, génial. c'est pas bien. Oh, merci. Capitale. On a bien gagné tes 15 euros. C'est deux coms, t'as piqué l'idée, c'est moche. Oh non, mais je suis pour. Ah ouais, j'ai souffert. Hein. Et franchement, 25 000 $. C'est pas cher, hein. Ah ouais. Bah, je sais pas, après. Bon, j'ai envoyé ça à tous mes éditeurs en espérant qu'il y ait un petit mouvement de solidarité. Mais rien. C'est pas une grille qui est en cours. D'autres questions? On va manger. Olivier, tu nous fais le menu, et puis après on ira se jeter dessus. Merci en tout cas d'être venu. Merci Oui, merci les amis. J'étais très content.